Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Ce soir, nous allons parler d'alimentation et de santé. Donc j'espère que vous allez rester branchés, que vous allez donc regarder. C'est une émission très intéressante. Nous recevons le docteur Vergère Othello. Bonjour docteur, merci d'être avec nous. Et Pascale Guillaume. Bonjour Pascale. Bonjour Monsieur Cranier. Alors, Pascale Guillaume qui est la patronne, la présidente, la fondatrice des Jardins du Bonheur. Jardinier du bonheur, nous sommes. C'est bien les Jardins du Bonheur, non? Aussi, mais nous valorisons l'être humain qui est en action. D'accord, donc des jardiniers du bonheur. Pascale Guillaume, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur Zouk Télévision, puisqu'elle anime une nouvelle et très belle émission qui s'appelle Cœur à cœur avec Jésus. Donc vous pensez bien que dans cette émission, aujourd'hui, nous parlerons évidemment d'alimentation et de santé, mais aussi de Jésus, puisque je crois que dans le livre, dans la Bible, tout ça est lié, l'alimentation, la santé, je crois pouvoir dire ça sans dire de bêtises. Hein? D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'alimentation et de santé, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on mange, on attrape toutes sortes de maladies. On parle souvent du cancer de l'estomac, on parle du cancer du côlon, on parle même du cancer aussi de l'œsophage, docteur, je crois que vous pouvez dire ça. Oui. Donc, tout ça, c'est le chemin aussi où les aliments passent, de la bouche à l'anus. Exactement. Donc nous allons décortiquer tout, j'ai envie de dire, tout ce périple avec vous et avec Pascal pour expliquer à nos amis téléspectateurs qui nous regardent depuis la Guadeloupe, depuis la Guyane, depuis la Martinique, mais aussi ceux qui nous regardent depuis la métropole, le Luxembourg ou encore la Belgique. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec nous et de nous envoyer des emails parce qu'il y aura d'autres émissions de ce type. Et ça nous permettra déjà de transférer ces mails au docteur pour que la prochaine fois, on puisse répondre directement aux questions que vous vous posez. Alors docteur, on commence par la bouche. Oui, alors comme vous disiez tout à l'heure, normalement l'alimentation devrait être pour notre santé. On s'alimente pour notre santé. Alors je dis aussi bienvenue à tous les téléspectateurs, où qu'ils soient, ceux qui sont aussi sur la toile, par Facebook. L'idée de cette série d'émissions qu'on va faire sur la santé, c'est de rester très pratique. Ce n'est pas une conférence sur les maladies, c'est une conférence sur la santé, c'est-à-dire comment pratiquement on peut remonter à la cause d'une maladie qui, comme on l'avait déjà un peu dit dans une autre émission, mais je le répète ici, les maladies sont le but ultime d'une transgression d'une loi. Lorsqu'on transgresse une loi du corps, on a d'abord des symptômes, un signal que le corps envoie en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et si on continue, ça va se transformer en maladie. Et si on continue encore, on aboutit à la mort. Donc, chaque fois que je vais introduire une idée, un concept, ce sera pour d'être très pratique, pour que la personne en question puisse dire comment je me positionne, est-ce que j'ai quelque chose à changer, est-ce que je me mets moi-même en danger, parce que dans plus de 80% des cas, nous sommes responsables de nos maladies. La maladie, ce n'est pas une tuile qui nous tombe dessus au coin de la rue et il y en a un autre qui a échappé, c'est tombé sur moi. Non, pas du tout. Il y a une cause. Toute cause produit un effet. Et à partir du moment où je transgresse une loi, il va y avoir... Donc, lorsqu'on parle de santé, il faut comprendre que la plus grande surface de notre organisme en contact avec l'extérieur, c'est le tube digestif, qui avoisine les 300 mètres carrés. C'est équivalent d'un cours de tennis, ça tombe bien, on est à l'époque de Roland Garros. Vous imaginez la surface de l'intestin. Et vous avez votre t-shirt Lacoste. Et oui, bon, Alors, si vous voulez, cette surface, on va le voir quand on arrivera au niveau de l'intestin, elle a 2/10 de millimètre. 300 mètres, c'est quand même... C'est énorme. Hein, c'est énorme. Et vous avez raison de dire que c'est la longueur de cours de tennis. Voilà, alors que... bien qu'on a un cours de tennis dans le corps, en fait. Voilà. Et la peau, on pourrait dire, oui, la peau, on a un contact avec l'extérieur, c'est même pas 2 mètres carrés, hein, par rapport à 300 mètres carrés de l'intestin. Et vous comprenez bien que si pour une raison quelconque, cette surface ne fonctionne pas bien, rentrent dans l'organisme des choses qui ne devraient pas rentrer. Donc on va commencer par la bouche. La bouche, elle a
disons, deux fonctions principales. Une fonction de concasser les aliments pour que les substances puissent être accessibles aux enzymes de la digestion. D'où l'intérêt d'avoir une bonne dentition. Une bonne dentition. Une bonne dentition. Concassé et enzymes. Alors, les enzymes, c'est des substances sécrétées par le corps qui ont la capacité de désintégrer les substances complexes pour les rendre au niveau des molécules qui puissent entrer dans le corps. Bon, il n'y a pas des gros paquets, des gros morceaux qui vont rentrer dans le sang. Ça doit être réduit à l'échelon moléculaire. Donc, pour que les enzymes puissent avoir accès à leur travail, il faut mastiquer. Et je suis mal placé pour vous dire, étant un homme assez pressé, chirurgien, toujours, je mastique très mal. Alors, mastiquer, normalement, les puristes vous diront qu'on devrait mastiquer 30 fois. Alors, 30 fois, moi, je veux dire... bon, alors, si vous mastiquez, vous commencez la digestion au niveau de la bouche. Parce qu'au niveau de la bouche, on commence à désintégrer les sucres complexes qui se trouvent dans certains aliments. Alors, que je vous dise, sucre complexe, on appelle ça l'amidon. L'amidon, on le trouve dans les pommes de terre, dans les légumes pays, dans les dachines, dans les patates douces, dans les céréales, dans les légumineuses. C'est comme des wagons de chemin de fer, des grands sucres qui sont agglutinés les uns derrière les autres, qui forment des grandes molécules. Et puis il y a des sucres très simples, plus simples, faciles à digérer, comme les fruits et les légumes. Ceux-là, ils peuvent être digérés plus facilement après. D'accord. Mais l'amidon, il nécessite une digestion lente. C'est des sucres lents qui sont très intéressants pour le diabète parce qu'ils ne se produisent pas un tsunami de sucre dans le sang lorsqu'ils arrivent. D'accord. Et les sucres les plus dangereux, c'est les hyper rapides, ceux qu'on trouve dans les coca, les sodas, les machins, le sucre blanc qui rentre et qui est déjà presque à l'état moléculaire de glucose et qui nécessite pas de digestion mais qui va encombrer. Alors une question pratique. Mes dachines, fruits à pain, igname, tout ça, j'évite de les manger le soir puisque je ne vais pas digérer facilement, c'est ça? Parce que la digestion est beaucoup plus difficile. La digestion est lente, on va en reparler. La digestion est lente, c'est bien pour le corps, mais disons que si on a des problèmes d'obésité, si on veut perdre du poids, c'est plutôt à prendre le matin que le soir. D'accord. Ça va servir tout au long de la journée, alors que pour dormir, on n'a pas besoin d'une réserve énorme. Okay. Et on va s'envelopper de 50 grammes tous les soirs lorsqu'on mange un gros repas le soir. On ne grossit pas du soir au matin de 10 kilos, non. On s'enveloppe doucement. Et avant les vacances, on vient voir le docteur en disant « Il me faut, dans les 3 semaines, rentrer dans mon maillot de bain. Qu'est-ce que vous pouvez faire, docteur ?» D'accord. Mais là, c'est difficile à se développer aussi. Oui. Et on va voir quand on traitera l'obésité qu'on ne peut pas se développer, se désenvelopper, si vous voulez, maigrir aussi très rapidement alors qu'on a pris du temps. On parlera des aliments tout à l'heure, mais pour rester un petit peu sur cette partie-là, on a compris qu'il vaut mieux manger dachine, tine et tout ça le matin, voire le midi peut-être plus tard. Oui. Mais alors, qu'est-ce qu'il vaut mieux manger le soir pour pouvoir passer une agréable nuit et ne pas prendre de kilos? Le soir, il faut manger léger. Léger, alors vous avez 3 choses de léger. Salade, vous avez potage aux légumes qui ne contiennent pas de choses, ou bien les fruits. Les fruits le soir? Les fruits. Parce qu'il y a... J'ai déjà entendu certains médecins ici même dire qu'à partir de 17h, il ne faut pas manger sucré. Il ne faut pas manger de fruits, il ne faut pas prendre de gâteaux, il ne faut pas prendre ce genre de choses. Oui, mais entre les fruits et les gâteaux, ce n'est pas le même sucre. D'accord, donc on peut manger ces fruits le soir. Voilà. On va revenir là-dessus. Oui, okay. Donc, première chose de la bouche, c'est bien manger. Excusez-moi. Non, c'est moi. Oui. Quand vous parlez de soupe, est-ce qu'on parle de la soupe de grand-mère qu'on fait le samedi soir, la soupe pied, ce genre de soupe bien... Non, c'est de la soupe aux légumes. Légumes cuits vapeur, veloutés aux légumes, etc. D'accord, très bien. D'accord. Ok, non, c'est beau que ce soit bien clair dans la tête des gens.
Parce qu'on a l'habitude le samedi soir de faire la soupe des grands-mères. Oui, on a le droit de faire la soupe plus souvent, hein, surtout les légumes, sans modération, les fruits aussi, on reverra tout ça. Très bien. Donc, au niveau de la bouche, on commence déjà la digestion. Lorsqu'on casse les aliments, il y a un enzyme au niveau de la bouche qui va dégrader les amidons, les sucres complexes déjà, et les graisses. D'accord. Les graisses. Donc, c'est très important. Alors, il y a pour rester encore au niveau de la bouche, je veux dire qu'il y a les deux extrêmes sont en danger. Les enfants n'ont pas de dents jusqu'à l'âge de 2 ans. Ils ont les dents de lait. Ouais. On ne devrait pas introduire les amidons complexes avant les molaires. Et les molaires arrivent à 1 an et demi, 2 ans. Parce qu'on a les dents de lait avant. Et puis à l'autre extrémité de la vie, vous avez un danger lorsque vous n'avez plus de dents. Ouais. Si quelqu'un se néglige et les dents ne sont pas correctes, et le travail ne va pas être fait. Alors qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est comme moi, qui essaye de me corriger avec l'aide de Dieu, de mastiquer plus longtemps? La première conséquence, c'est que les aliments arrivent et n'ont pas le temps au niveau de l'intestin de finir leur dégradation de digestion, parce que ça a été commencé trop tard. Et il y a des aliments qui ne sont pas digérés, qui rentrent au niveau du gros intestin, du côlon. Et on va voir que le côlon, il n'est pas fait pour ça. Alors les microbes du côlon, ils vont s'attaquer à ça comme ils peuvent, et ils produisent des gaz. Et il y a beaucoup de gens qui viennent dedans, docteur, j'ai des gaz, j'ai des ballonnements. Ils sont ennuyés avec ça. Alors on va leur donner toutes sortes de comprimés pour les gaz, mais la cause, et je vous ai dit que nous on va essayer de trouver la cause. Bien sûr. Je ne vais pas vous dire que j'ai un comprimé pour les gaz, un comprimé pour la constipation. Des comprimés, on en a. Hein. Ça, c'est de la médecine un peu vétérinaire. Mais si on veut comprendre la cause, je vous dirais que moins vous mastiquez, plus vous aurez de gaz. Alors j'ai une question, moi. On est toujours dans la bouche. Il semblerait que quand on présente la langue, alors je ne vais pas tirer ma langue, mais on peut identifier certaines maladies rien qu'en voyant la couleur de sa langue. Alors, c'est vrai. On faisait ça quand on était petit. Exactement, exactement. Si vous avez l'estomac qui est bouleversé, vous avez une langue chargée, les blanches, etc., vous avez, au niveau de la bouche, on pourrait faire une conférence complète. Vous avez la qualité des papilles gustatives sont au niveau de la langue. La base de la langue détecte immédiatement le goût. Et le cerveau est mis immédiatement au courant de ce qui rentre. Il y a des choses qui vous écœurent, ils ne rentrent pas. Et c'est la raison pour laquelle actuellement, il y a une firme américaine qui a fait 1000% de bénéfices et qui travaille avec toutes les grandes firmes alimentaires que je n'ai pas besoin de vous citer, et qui consiste, elle a trouvé un produit qu'on mélange à l'alimentation et qui permet au moment où ce produit rentre dans la bouche de couper la sensation de goût, de manière à ce que vous ne sentiez pas le goût réel des aliments, c'est terrible, mais que vous sentiez le goût qu'on veut vous faire sentir. Si bien qu'on peut vous faire manger n'importe quoi. Alors ça intéresse beaucoup l'agroalimentaire parce que comme ça on peut vous faire avaler un peu n'importe quoi sans que vous sachiez exactement ce qu'il y a dedans. On le fait la même chose pour les animaux et en plus on met des substances qui augmentent l'appétit. Si bien que les animaux vont grossir en quelques semaines au lieu d'attendre 3 mois. Là, on parle des poulets, par exemple. Voilà, des poulets. Mais comme nous mangeons les poulets, nous avons ces substances-là qui viennent et de la même manière, on a toujours faim. Et donc on finit par manger, puisque la vie, c'est pas fait que pour s'embêter. On craque et puis on grossit. Voilà, donc ça, on est toujours dans la bouche. Il y a aussi une chose dans la bouche qu'il faut comprendre, c'est que les nerfs olfactifs, c'est des nerfs qui sont très courts. Après le nerf optique, c'est un des plus courts, qui va directement du palais, directement au cerveau. Et au niveau de la bouche, il y a des tas de substances qui sont absorbées directement. Par exemple, la nicotine de la fumée de cigarette, elle passe directement dans le sang et au cerveau plus rapidement que si on fait une injection intraveineuse.
Parce que l'injection intraveineuse, il faut que ça monte par le bras, passe par le cœur et ça arrive au cerveau. Mais par la bouche, ça traverse directement. Donc le cerveau est mis au courant et il y a des substances qui vont au cerveau. Donc vous comprenez bien que l'alimentation, c'est quelque chose d'important. De fondamental même. Je dirais aussi qu'il faut savoir, mais ça c'est pour le chirurgien qui parle, c'est que le tissu de la bouche, c'est un tissu hautement immunologique qui se défend très bien. C'est rempli de microbes, mais quand on fait une intervention sur une dent de sagesse ou autre, on coud ça comme si rien n'était, en quelques jours on ne voit même plus la couture, tout est guéri. C'est une puissance de guérison énorme. Donc il faut savoir aussi qu'on a constamment une flore de microbes au niveau des dents. Et il y a une zone dentaire qui est importante à soigner au fur et à mesure qu'on avance en âge. C'est, si vous voulez, la zone entre la dent et la gencive. Lorsqu'on a du tartre, par exemple, parce qu'on n'a pas nettoyé nos dents, il y a une pullulation microbienne. D'abord, vous voyez ce que je veux dire, ça sent un peu la bouche. Attention les bisous. On a donc des... Si mon collègue Daniel était là, il irait plus loin et il vous expliquerait que la bouche a une fonction maintenant sexuelle aussi, hein, avec les maladies sexuellement transmissibles qui sont inhérentes et qu'on trouve partout ailleurs. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une maladie qu'on retrouve et qui est ennuyeuse, c'est lorsque les dents vont se déchausser. La maladie des gencives amène la dent à bouger et à se déchausser. Et c'est pas héréditaire, ça? Pas du tout. Ah ouais? Non, c'est lié à une mauvaise hygiène dentaire et autres. Et bien entendu, ces microbes se développent sous l'effet de l'alimentation sucrée. Les sucreries, les bonbonneries, les jus sucrés, les glaces, les floupes, etc. développent une flore microbienne qui va attaquer la dent et donner les caries. D'accord ? Donc il n'y a pas photo entre une alimentation raffinée, riche en sucre, et les fruits, les légumes et autres qui sont protecteurs. Donc ça commence déjà au niveau de la bouche. Vous avez des gens qui sont déjà chez le dentiste en train de traiter des caries et arracher des dents et ils n'ont pas 20 ans. Et puis il y en a d'autres qui ont plus de 60 ans et qui n'ont jamais eu de caries. Alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas de chance. C'est parce que les causes produisent les mêmes effets. On n'a pas mis dans la bouche les mêmes choses. Donc ça, c'est important. Alors, avant qu'on aille plus loin, je vous écoute parler, il y a plusieurs choses qui me reviennent, mais le corps est extrêmement complexe. Pour l'instant, on n'est qu'à la bouche. Hein. La bouche, la langue, pour faire les bisous, tout ce qu'on veut. Mais ma question toute bête, là, je me dis, mais qui a fabriqué un tel engin, un corps humain, avec tout ça de fonctions, tout ça de 300 mètres carrés d'intestin, tout ce qu'on peut faire avec la langue, la bouche, le nerf qui monte directement au cerveau. Quand on réfléchit à ça, parce qu'on vit, on se lève machinalement, mais sans se rendre compte de la complexité du corps humain. Et jusqu'à maintenant, on va dans la Lune, on a marché dans la Lune, je crois, il y a 10 années déjà. Mais jusqu'à maintenant, personne n'a réussi à fabriquer un corps humain. Donc, avant qu'on aille plus loin dans l'alimentation, est-ce que vous avez une idée, l'un ou l'autre, d'où il vient ce corps humain? Qui l'a fabriqué? Est-ce qu'on a une idée de... Non? Bien sûr qu'on a une idée. Bien sûr, l'artiste en chef. Bien sûr qu'on a une idée, bien sûr, il n'y a pas photo. Plus on étudie la question, plus on voit que l'évolution, c'est une vaste blague. C'est impossible que l'évolution... Il y a une évolution qui peut aller entre les espèces de chiens, par exemple, si vous faites des croisements ou des choses comme ça, mais qu'une tortue produise un éléphant et que l'éléphant, qu'on crée un cerveau, et puis surtout, le problème de l'évolution, c'est qui a créé les lois. Qui a créé les lois? L'évolution, elle n'est pas intelligente. La plupart des évolutions sont régressives. Il y a des tas de questions qui ne vont pas. Non, Dieu est le créateur. Il faut beaucoup plus de foi pour croire à l'évolution que pour croire en Dieu. Il y a un plan directif qu'on retrouve chez toutes les espèces
et qui est bien distincte. Et vous parliez de la complexité, mais quand on arrive au niveau des chromosomes d'une cellule, quand on va étudier la cellule, on va voir que la miniaturisation est énorme et que dans le noyau de la cellule, le message chromosomique, si vous voulez, le cerveau de la cellule, il contient l'équivalent de 15 000 volumes de 500 pages chacun. Et si vous changez une lettre, vous l'envoyez en psychiatrique, le gars. C'est pas quelque chose qu'on rentre là-dedans, puis on change et on voit ce que ça donne. Non, on a voulu faire des OGM modifiés, mais on va voir ce que ça donne. Non, c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe. Et là, on est à la bouche, mais si on passe à l'œil, si on va au cerveau, oui, c'est quelque chose de... Bon, puis tout ça est arrangé. La bouche, ça contient... La langue, par exemple, elle contient, je ne sais plus exactement combien de muscles, mais je crois que ça frôle la cinquantaine de muscles. Et puis, c'est totalement mécanisé sans qu'on y pense. Donc on va voir au fur et à mesure, si vous voulez, on nous a livré le corps humain comme une voiture unique qu'on a pour notre vie entière. Moi j'ai fait de la coopération européenne avec Cuba, et à Cuba ils ont une voiture pour leur vie entière. Ils nous présentent des vieilles voitures qui ont 30, 40, 50 ans et qui sont neuves. Et qui m'ont dit, docteur, quand vous fermez la porte, doucement, s'il vous plaît. On ne claque pas les portes ici. Mais quand ils sont venus dans mon hôpital, les médecins cubains, ils m'ont dit, la seule chose qu'on ne te prêtera jamais à toi, c'est une voiture. Parce que comme tu traites ta voiture, tu ne vas jamais faire ça chez nous. Ils savent qu'ils n'ont qu'une voiture. Nous n'avons qu'un seul corps pour notre vie entière. Extrêmement complexe, hautement sophistiqué. Et trop souvent, on prend soin... Et on en fait ce qu'on veut, je veux dire. Oui, mais on prend soin beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur, je trouve. On ne fait pas suffisamment attention à toute cette beauté, toute cette complexité et la nécessité d'en prendre soin, sauf quand on est malade. Alors, peut-être que, puisque le docteur vient de parler des voitures, ici aux Antilles, nous aimons beaucoup les voitures. Les Antillais aiment beaucoup les voitures parce qu'ils voient la voiture, c'est un beau 4x4, c'est ceci, c'est cela, c'est visible en fait. On aime les belles femmes, c'est visible. On regarde le corps d'une femme, l'extérieur, on est content. Ah ouais, elle est bien formée et tout. Tout ça, c'est apparent. En fait, ça nous parle parce que c'est apparent. Mais tout ce que vous êtes en train de dire là, je suis aujourd'hui en train d'en prendre conscience. Mais je ne le savais pas, c'est pas apparent. Et on ne nous apprend pas ça. Et oui, c'est triste. Question, oui, mais c'est ça. Et l'autre question que... je fais digression un petit peu. Mais lorsque vous dites tous les aliments là, qui nous mènent à l'hôpital puis au cimetière, si vous dites ça là, vous avez fait des études, vous êtes médecin, chirurgien, vous avez fait des études, donc ce sont des choses scientifiques qui sont prouvées. On peut se demander aujourd'hui pourquoi les gouvernements laissent faire. Pourquoi on laisse faire autant de choses aussi sucrées, puisqu'on sait que le sucre, d'après ce que vous êtes en train de dire là, c'est la mort directe, quoi, presque. En tout cas, nourrit les cellules cancéreuses. Si vous le dites, vous n'êtes pas le seul scientifique du monde, donc les gouvernements le savent. Et pourquoi ils laissent faire, puisque de toute façon, ça coûte de l'argent. Alors maintenant, la question aussi, c'est est-ce que lorsqu'on est malade, on rapporte de l'argent à l'État? Bien sûr. Ou est-ce qu'il vaut mieux être en bonne santé pour ne pas coûter de l'argent à l'État? Enfin bon, c'est... Alors, écoutez, ça c'est... Là, c'est encore un autre débat. C'est un problème philosophique, mais je vous dirais tout simplement que certains politiques ont présenté à l'Assemblée nationale, par exemple, le cas des produits sucrés des Antilles qui ont des normes supérieures à ceux de la métropole. Et l'amendement Lurel avait pour but de mettre au moins aux normes de la France, puisqu'on veut que nous soyons tous français. Eh bien, on a dit non. Vous mangerez plus sucré aux Antilles. Pour quelle raison? Alors qu'on a bientôt une famille sur 3 diabétiques, on a décrété que, bon, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est les pressions, lobby, etc. Ce qui dirige le monde, ce n'est pas les politiques, c'est l'argent.
D'accord? Le politique, c'est quelqu'un qu'on met à la barre, mais on a déconnecté la barre d'avec le gouvernail. Hein. Il a le droit de jouer avec la barre. Mais le gouvernail, c'est pas lui qui dirige le gouvernail. Le gouvernail, il est fait par ceux qui ont les moyens. D'accord? Maintenant, le président, il peut pendant 2-3 ans tourner le gouvernail, mais c'est pas lui qui fait tomber la neige, sûrement pas. Non. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour revenir à la santé, je dirais qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Il faut connaître. Mais vous avez remarqué qu'à l'école, on nous apprend tout sauf ce qu'il faut savoir. Et quand je suis allé, on m'a invité un jour dans une classe de maternelle pour parler de l'alimentation, j'ai pris 2 tables et j'ai mélangé les choses et j'ai dit voilà, vous allez me montrer maintenant, vous allez séparer en me disant les enfants, qu'est-ce que pousse dans la nature, qui a été créé par Dieu, et qu'est-ce qui ne pousse pas dans la nature, qui a été fabriqué par l'homme. Et ils ont été capables à leur âge de discriminer les deux. Et à partir du moment où c'est des choix qu'on fait, tout ce qui a été créé, qui est dans la nature, en ce qui concerne nos aliments, ne sont pas préjudiciables. Par contre, la plupart du temps où l'homme a voulu tirer quelque chose pour faire du bénéfice, souvent ça nous donne des ennuis. Donc il faut regarder à 2 fois les étiquettes, il faut savoir. Mais on a moins de risques lorsqu'on reste le plus naturel et le plus simplement possible. On retrouvera cette règle tout au long de notre alimentation. Mais on va continuer un petit peu le chemin. Oui. Donc les aliments, quand ils sont sortis de la bouche, ils descendent plus ou moins en gros morceaux, tellement des fois qu'ils se bloquent à l'entrée de l'estomac, tellement on a mangé vite, et on est obligé de prendre un peu d'eau pour faire descendre, puis ça va mieux. Ça c'est le signe qu'on est en mauvaise voie. Un repas, normalement, ça se prend dans une atmosphère calme, tranquille, relax. Et si on est hyper stressé, très tendu, il vaudrait peut-être mieux ne pas manger. Carrément. Ne pas manger, attendre que ça se passe. Ne pas Parce manger et attendre. Que l'estomac n'est pas prêt pour ça. On a un gros stress, c'est pas bon pour la digestion, c'est dangereux. Et quelles conséquences alors? Alors c'est vrai que si on est stressé du matin au soir, on est bien obligé de manger. Mais vous allez voir que là, on transgresse des lois et les causes produisent les effets et c'est pas bien. Donc ça veut dire aussi, lorsqu'on jeûne, on fait du bien au corps. Le jeûne fait du bien au corps. Le jeûne. Voilà un thème d'une émission qu'on pourrait faire aussi, l'introduction du jeûne, l'alimentation qui désintoxique le corps, qui régénère le corps, on verra tout ça. Donc les aliments descendent par un tuyau qu'on appelle l'ésophage, et il faut savoir que lorsqu'on introduit aussi bien au niveau de la bouche qu'au niveau de l'ésophage, ce tuyau qui va jusqu'à l'estomac, la bouche et l'œsophage sont en première ligne lorsqu'on introduit des choses toxiques. L'alcool, la cigarette vont toucher les cancers de la langue, les cancers de la bouche, les cancers de l'œsophage. L'alcool en particulier, il n'y a pratiquement pas de cancer d'œsophage chez ceux qui ne boivent pas d'alcool. D'accord? Et quand vous dites l'alcool, c'est le gars qui prend un punch par jour, ou bien même celui qui prend un punch à chaque repas, disons 3 punchs par jour, il est menacé aussi? Alors en principe, c'est quand même des gens qui boivent régulièrement. C'est midi, soir. C'est pas quelqu'un qui prend une cuite tous les 2 ans qui va faire un cancer de l'œsophage, non. C'est quelqu'un qui consomme de l'alcool régulièrement. D'accord. Donc il prend quelque chose. D'autant que l'alcool, c'est comme si on dit aussi quand vous prenez un punch ou un whisky, c'est comme si vous avez avalé une cuillerée à sucre. Oui, en plus il y a du sucre, bien sûr. En plus il y a du sucre dedans, mais ça c'est l'autre effet. Ce que je veux dire, c'est qu'un gastro-entérologue vous dirait les cancers de l'œsophage, on les trouve essentiellement chez les gens qui consomment de l'alcool. Hein. Voilà. Il y a d'autres causes, on va voir tout à l'heure, en particulier lorsqu'on descend, qu'on arrive vers l'estomac.
L'estomac, si on peut passer l'image que j'avais donnée pour qu'on puisse regarder un peu le tube digestif maintenant qu'on arrive. Vous avez un tube qui est en avant du foie, cette grosse glande en haut à gauche, c'est le foie. Et le tube qui descend, c'est l'œsophage. Il rentre dans une espèce de poche qu'on voit, l'estomac qui est là. Et ensuite, il y a une autre valve qui est à la sortie de l'estomac, et puis vous avez une courbe qui passe derrière le côlon. Ça, c'est la portion de l'intestin qui est fixe. Elle est fixée à la tête du pancréas. Le pancréas, c'est une glande qui est derrière l'estomac. Et comme un pneu passe sur une jante, le duodénum passe sur le pancréas. Et ensuite, il ressort sous le côlon. Et là, vous avez tout l'intestin grêle qui flotte dans le ventre, qui est tenu par une espèce de drap et qui est attaché devant la colonne, mais ça flotte. C'est là que se passera la digestion. Et puis, ça ressort près de l'appendice, en bas à gauche, et là, vous avez le gros intestin, le côlon, qui monte, qui traverse et qui descend. Le côlon ascendant, transverse, et le côlon descendant, qui arrive après à une autre partie, qui est le sigmoïde et le rectum. Donc, le côlon, il est fait pour réabsorber l'eau, pour transformer les matières liquides en des sels qui soient solides. Sinon, on aurait de la diarrhée du matin au soir. Donc ça, c'est le rôle du côlon. Pour que les téléspectateurs comprennent bien, docteur, parce que c'est dommage que vous ne puissiez pas montrer avec une baguette. Là, on a des couleurs. On a des couleurs. On va dire, bon, ça ressemble un petit peu lorsqu'on fait du boudin. Il y a le gros morceau rouge. Le gros morceau rouge, c'est le côlon. C'est le côlon. Et entre le rouge, il y a un orange. Au milieu du rouge, voilà. C'est l'intestin grêle. D'accord. C'est là la plus grande surface. C'est là la grosse surface. Et on voit jusqu'en bas de l'image un gros tuyau d'échappement. Alors, là, le gros tuyau, c'est le rectum. Ok, d'accord. Qui va aboutir à la sortie. À l'anus. Voilà. D'accord. Alors, l'estomac. Alors, l'estomac, c'est une poche qui a plusieurs fonctions. Première fonction, elle va mélanger. Elle va sécréter du liquide et elle sécrète trois choses. De l'eau, elle sécrète de l'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, si vous achetez de l'acide chlorhydrique, je ne vous conseille pas de mettre le doigt dedans. Hein. Et pour se protéger contre l'acide chlorhydrique, les 2/3 des glandes de l'estomac sécrètent ce qu'on appelle du mucus, qui est un liquide collant et visqueux qui tapisse l'estomac et qui le protège de se faire lui-même brûler. D'accord. Une seconde, docteur. S'il vous plaît, en régie, pendant que le docteur parle, essayez de me mettre l'image qu'on avait tout à l'heure là dans un coin de l'écran, de manière à ce qu'on puisse bien suivre en même temps les explications. Allez-y, docteur. Donc, cet estomac, il reçoit les aliments qui arrivent par l'œsophage. Et il ne s'agit pas que ces aliments, lorsqu'ils ont été trempés dans l'acide, remontent dans l'œsophage. Donc, il y a donc une valve qu'on appelle le cardia qui ferme l'estomac quand la sécrétion acide a commencé, que la digestion. Alors, ce clapet, il est très important. Et je vais passer un moment sur ce clapet. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont souffrir. Docteur, j'ai de l'acidité. L'acidité, ça remonte. Alors, ça va remonter pour plusieurs raisons. Si on appuie sur l'estomac, comme on appuie sur du boudin, ben, il faut que ça sorte d'un côté. Non, mais en quoi faisant on appuie? Pardon? Sur le corps. Ah ouais, carrément. Comment tu dis? J'ai dit comment est-ce qu'on appuie? Eh bien, on appuie lorsqu'on augmente la pression à l'intérieur du ventre. On a par exemple les femmes enceintes mettez l'image, s'il vous plaît. Qui ont un énorme volume qui va s'introduire dans la cavité abdominale et dans les 3 derniers mois de la grossesse, l'enfant va appuyer sur l'estomac et puis à force de faire la pression, les femmes enceintes vont avoir de l'acidité qui va remonter vers l'œsophage. D'accord. Il y a une autre façon d'augmenter la pression qui est très fréquente, c'est l'obésité abdominale. L'obésité abdominale remplit... Pourquoi tu me regardes, Pascal?
L'obésité abdominale va augmenter la pression et les symptômes vont être... Alors, quels sont ces symptômes? Je veux passer 2 secondes parce que je connais la question, parce que on appelle ça le reflux hiatal, parce que c'est un hiatus. Bon. Il y a aussi la hernie hiatale. C'est une hernie, c'est-à-dire que l'estomac, il remonte un petit peu dans la cage thoracique, il n'est pas tenu bien en place. Et à ce moment-là, il y a un reflux qui se fait. Les premiers symptômes, c'est une sensation de brûlure qui remonte. D'accord? Et comme souvent, on va très vite sans aller chercher la cause, on va vous donner des antiacides. Mais c'est dû à quoi? Parce qu'on a trop mangé farine et tout ça? Non, c'est un problème mécanique. C'est parce que l'acide remonte. D'accord? L'acide remonte, donc ça brûle. L'œsophage n'est pas protégé contre les brûlures. Et ce qui est plus grave, c'est que pendant la nuit, lorsqu'on s'endort, l'acide remonte gentiment et vient nous donner mal à la gorge. Ça m'est déjà arrivé. Et d'avoir comme une angine qui finit jamais. Et ça peut même nous faire tousser parce que ça irrite aussi le début de la trachée. Vous avez tout fait, ouais, alors c'est toute une pathologie où les gens se disent « mais moi, pourquoi j'ai toujours ça? Ça finit pas ». Première chose, si vous avez de l'acidité, vérifiez votre poids. Moi, j'ai une hernie hiatale qui me vient de ma mère qui a toujours été comme ça, mais parce qu'elle était obèse. Et lorsque je dépasse un certain poids, j'ai le symptôme de l'acidité qui remonte. Donc je sais qu'il faut que je me remette dans ma norme et j'ai aucun symptôme. Déjà, l'obésité. Deuxièmement, si vous êtes dans cette situation, vous n'allez pas changer ça du jour au lendemain. Première chose, vous trouvez une brique de 10-12 cm de haut, 10-12 cm de haut, ou un morceau de bois, une poutre, coupez la longueur comme ça, et vous le mettez de chaque côté, 2 briques, sous les pieds du lit, à la tête du lit, si bien que votre lit va être légèrement incliné, la tête en haut. La nuit, il n'y a plus de reflux. Donc plus d'acidité, donc plus d'ennui à la gorge, plus rien du tout. Déjà, vous êtes protégé la nuit. Donc la tête en haut. La tête en haut. Souvent, on a plutôt tendance à hausser les jambes. Alors, lorsqu'on souffle des jambes. Oui, lorsqu'on souffle des jambes, on peut hausser les deux, mais alors on est plié en deux, je veux dire. Alors, donc c'est important pour éliminer les symptômes pendant la nuit. D'accord. Les femmes enceintes, elles savent qu'elles doivent dormir pratiquement demi-assises des fois parce qu'elles ont tellement d'acidité que ça ne va pas. Okay. Maintenant, il faut se coucher. Il y a des positions. Lorsqu'on se couche sur le côté gauche, l'estomac a une poche d'air qui a tendance à fermer la valve. Donc on n'a pas de reflux. Si on se couche sur le côté droit ou à plat ventre, on augmente le reflux. Mais ça, les gens l'ont remarqué. Il y a des aliments qui augmentent le reflux et il faut les connaître. Les boissons alcoolisées, le chocolat, la pomme crue, ça ne fait rien, mais la pomme cuite ou les purées de pommes, ça augmente le reflux. Et puis les gens vont voir que certains aliments, les gros repas le soir, on a parlé tout à l'heure, le gros repas le soir, là alors c'est le top pour le reflux. Hein. D'accord. Il ne faut pas se coucher avec un gros repas le soir lorsqu'on a un reflux. Donc vous voyez, déjà à ce niveau-là, il y a une pathologie qui dépend de nous. Il y a un symptôme. Maintenant, si vous avez un poids normal et un reflux massif, à ce moment-là, il y a une chirurgie qui remet en place l'estomac dans sa cavité parce qu'il y a une vraie hernie hiatale et à ce moment-là, on voit ça. Alors, il y a des cas qui sont chirurgicaux. J'ai opéré des malades qui avaient un gros reflux. Alors, docteur, il y a aussi certains médicaments que nous prenons, des anti-inflammatoires ou des choses comme ça, qui provoquent cette acidité, cette sensation de douleur dans l'estomac. Et on nous demande de prendre à ce moment-là un autre médicament pour... Voilà, alors là, on est dans le cadre de l'estomac. Les brûlures sont au niveau de l'estomac. Elles ne sont pas une acidité qui va remonter. C'est ça.
C'est des anti-inflammatoires qui vont donc irriter l'estomac. D'accord? Alors maintenant, l'estomac donc va attaquer essentiellement les protéines. D'autant mieux qu'elles auront été exposées par la mastication. Alors pour les gens qui nous regardent, l'estomac, docteur, je parle sous votre contrôle, c'est bien le tube du milieu qui descend, le tout petit tube qui descend. Non, le petit tube, c'est l'œsophage. Oui, d'accord. Ce petit tube-là, et après, il se transforme d'espèce d'haricot qu'on voit là. Voilà, c'est le gros haricot. Ça, c'est l'estomac. C'est pour que les téléspectateurs comprennent bien. D'accord, très bien. Alors, ça digère les protéines en milieu acide. Maintenant, vous me direz, mais cet acide, il va partir? Il ne va pas remonter, très bien, mais il va partir. Alors, il faut savoir qu'il y a une autre valve qu'on appelle le pylore, juste à la sortie de la poche. D'accord. Il y a un petit trait là qu'on voit juste à la sortie de la poche, il y a le pylore. Alors le pylore, c'est une valve qui s'ouvre et qui se ferme et qui ne laisse passer que les aliments liquides. D'accord? Donc il y a un circuit qui se fait et quand l'aliment est liquide, il passe. Et par petites goulées, parce qu'après il va être traité. Il ne peut pas s'ouvrir complètement et puis l'intestin, il est... Non, par petites goulées. Donc l'estomac a besoin de 3 heures pour digérer et vider ce qu'il a. Maintenant, on peut avoir des gens qui vous disent « Moi, il me manque de l'acidité. Je n'ai pas assez d'acide. Je n'arrive pas à digérer. » Pourquoi? Parce qu'ils mangent toute la journée. Alors l'estomac est sans arrêt en travail. Il y a pas, normalement, entre les repas, on devrait avoir pratiquement 4 heures. 3 heures de travail, 1 heure de repos et on mange après. D'accord. Mais si vous venez sur l'estomac qui n'a pas fini, donc le pylore se ferme. Il n'y a rien qui part. Parce qu'il y a un solide qui se balade à l'intérieur. Donc on recommence le cycle. Il faut bien expliquer ça, M. Granier, parce que je crois que... Il y a des gens qui se retrouvent le soir avec des aigreurs de ce qu'ils ont mangé le matin. C'est pas sorti de l'estomac encore. Mais il semblerait justement qu'on ait des aliments à l'intérieur qui datent de plusieurs années. Dans le côlon. Non, pas tout à fait. On reparlera de ça. D'accord. Ça, c'est ceux qui vendent les lavements du côlon pour vous carchériser le côlon. Mais là encore. Non. Ah ben oui, c'est vrai en plus. C'est à cause d'eux que je dis ça. Alors, voilà, je vois ce à quoi tu fais référence. Non. Alors, on est toujours avec l'estomac pour en finir quand même. Il faut qu'on avance. Le pylore, je vous disais, il laisse passer. Non mais docteur, prenez votre temps parce que tout ce que vous expliquez là, tant pis, vous allez revenir plusieurs fois. Parce que c'est important qu'on comprenne bien. Que je comprenne explications. Mais décidément ce matin, Pascal, elle veut me prendre comme sujet. Mais c'est pas grave que je comprenne bien, j'accepte aussi. Et mais on va mettre l'image de l'estomac parce que franchement, c'est des explications nécessaires. Et qui permettront à chacun c'est important. Je pense que on devrait vraiment, tout le monde devrait connaître ça, c'est la base. Et nos enfants devraient le savoir. Parce que lorsqu'on maltraite son estomac, et l'estomac est très très sensible. Il est directement en rapport avec... Il y a un nerf qui descend directement du cerveau et qui arrive sur l'estomac et l'intestin. Et le cerveau contrôle complètement ce qui se passe au niveau de l'intestin. Vous pouvez avoir un mal de tête, par exemple, terrible, et l'estomac n'accepte pas ce qui se passe. Vous vomissez un grand coup, vous n'avez plus mal à la tête. Instantanément, le mal de tête est passé. Hein. Le cerveau disait non, ça n'ira pas plus loin que l'estomac, il faut que ça se vide. Donc il y a un contrôle là. Et lorsque vous avez un grand stress, je vous disais tout à l'heure que manger en stress, c'est pas bon, vous pouvez avoir une hémorragie de l'estomac instantanée. Tellement le message nerveux arrive sur l'estomac et la muqueuse de l'estomac se transforme littéralement. D'accord ? C'est incroyable comme le corps et l'esprit sont liés. Tout est coordonné. Alors il faut savoir qu'au niveau du corps, on a 2 systèmes nerveux. Un système nerveux conscient
qui nous permet de voir, de réagir, interagir avec les autres. Mais il y a un système nerveux qu'on appelle végétatif, c'est-à-dire complètement inconscient, qui contrôle la tension artérielle, qui contrôle la digestion, les battements cardiaques, la respiration. On n'est pas en train de réfléchir, faut que je respire. Non, non, c'est tout automatique. D'accord ? Et ça fonctionne normalement. Mais lorsqu'on... Vous voyez, donc il y a des choses à comprendre, que c'est hautement sophistiqué. C'est pas en gros. C'est jamais automatique. Tout est là. Donc, l'intestin, l'estomac n'absorbe pas les aliments. Il les concasse, il les digère en ce qui concerne les protéines, et il va livrer un produit liquide qui aura été brassé dans l'acide jusqu'à ce que les morceaux soient transformés. Alors, si vous avez bien mâché, c'est déjà pratiquement liquide. La digestion ira plus vite. Maintenant, si vous avalez des morceaux de viande gigantesques en courant, en descendant la cage d'escalier, en mangeant votre sandwich en gros morceaux, l'estomac n'ayant pas de dents, il est obligé de prendre un sac, comme dans une bétonnière, il va tourner pendant des heures avant que ça se transforme en liquide. Et tout ça, ça va vous donner envie de dormir. Il y a des gens, après le repas, et s'ils ne dorment pas, de toute façon, ils sont ailleurs. Hein, parce qu'ils ont mangé. Ça épuise littéralement l'organisme que ce genre de digestion. C'est un travail. C'est un travail. Donc, le duodénum, il est collé sur le pancréas. On a une courbe là, à la sortie de l'estomac. Il est collé sur la tête du pancréas, comme un pneu sur une jante. Il est vraiment collé. Lorsqu'on doit enlever cette partie du duodénum, c'est un travail. Hein, c'est très difficile de faire. C'est une opération compliquée. Alors, puisque vous parlez de ça, beaucoup de personnes aujourd'hui, pour maigrir, on leur coupe une partie de l'estomac afin qu'ils puissent manger moins. Donc, forcément maigrir. Oui. Est-ce que c'est l'ultime recours à ceux qui n'arrivent pas à maigrir? Est-ce que c'est quelque chose sans conséquences graves? Si vous voulez, c'est vrai que lorsqu'on a une toute petite poche d'estomac, on a la sensation qu'on est plein, on ne peut plus avancer. Ça a des conséquences, bien sûr. On peut avoir des conséquences en ayant des diarrhées il y a des effets secondaires, ce n'est pas tout à fait physiologique. On est obligé de compenser en vitamines, en particulier la vitamine B12. Je ne vous ai pas dit que la vitamine B12, c'est une vitamine qui rentre dans l'organisme par les aliments, qui est produite un petit peu au niveau de la bouche, qui se trouve plus dans les aliments carnés que dans les aliments végétaux, mais cette vitamine, quand elle arrive dans l'estomac, elle est accompagnée d'une protéine. Et elle doit être coupée par l'acide de l'estomac pour pouvoir continuer son chemin, s'unir à un facteur au niveau de l'intestin pour être absorbée tout près de l'appendice, juste avant d'entrer dans le côlon. Donc elle a un chemin là, et il faut que ces gens-là aient de la vitamine B12 parce que l'estomac ne fait plus sa fonction. Donc à ce moment-là, ils prennent des médicaments. Ils sont obligés de prendre des médicaments, souvent des antidiarrhéiques, il y a des choses à voir. Mais ça, c'est, si vous voulez... C'est l'ultime recours, en fait. C'est l'ultime recours chez quelqu'un qui n'arrive pas à... Si vous voulez, il faut comprendre que le corps émet des messages, et si on les comprend pas ou on les écoute pas, après ça dérape et on n'arrive plus. On a des problèmes pour faire marche arrière, quoi. Alors, mais dans ce type d'opération, il semblerait que si cette personne se remet à manger beaucoup, que l'estomac à ce moment-là va se distendre à nouveau. Oui, on arrive à distendre la poche. On arrive à distendre la poche. Donc en fait, on recommence à grossir. Et éventuellement, si on n'arrive pas à... Oui, bon. Mais ça veut dire que le corps s'adapte quand même. Le corps, il va essayer de s'adapter un petit peu à force. Mais quand même, c'est efficace. C'est efficace. L'opération? L'opération, oui. Mais c'est réservé à des obésités morbides, ce qu'on entend. Il ne faudrait pas que tout le monde se précipite pour aller perdre 20 kilos, aller à des... Non, c'est pas pour ça. Hein. Oui. C'est pour des gens qui
qui font peur à voir. Hein. À partir de 150 kilos, on se présente pour l'opération. 130, 120 kilos, c'est des gens qui restent là et qui stagnent, ils n'arrivent plus à perdre, alors on essaye de faire quelque chose, quoi. D'accord. Mais il y a d'autres moyens qui nous permettent de voir avant d'en arriver là. D'accord. D'accord ? Donc c'est un moyen, c'est une opération qui est maintenant codifiée, qui est efficace. Bon, dans ces cas, dans des indications bien précises que le chirurgien va déterminer en accord avec le patient et tout. Avec les risques qu'il faut, puisqu'il y a des risques à prendre en compte, l'obésité et l'anesthésie, c'est quelque chose. Tout ça, c'est un domaine maintenant bien codifié qui rentre dans les classes. C'est pas pour perdre 10 kilos que vous allez obtenir une opération du tout. Hein. C'est pas fait pour ça. D'accord. Donc pour le maillot de bain, il faut trouver une autre méthode. Hein. Non, pour le maillot de bain, Pascal, il faut trouver une autre méthode. Non, c'est Monsieur Granier. Bon, ça va, on ne va pas se renvoyer là-bas. Mais on aura compris. Ok. Donc, au niveau du pancréas, le duodénum qui est sur la jante du pancréas, il est percé par un canal qui arrive du pancréas et du foie. Le foie envoie la bile qui rejoint le canal du pancréas et ce canal terminal arrive dans le duodénum. Donc dans le duodénum, on reçoit deux sécrétions. La sécrétion de la bile qui vient du foie et la sécrétion du pancréas. Alors, d'abord cette sécrétion, elle est alcaline, c'est-à-dire qu'elle va immédiatement neutraliser l'acidité qui vient de l'estomac. D'accord ? Parce que si l'acide de l'estomac n'est pas neutralisé, vous imaginez le carnage du côté de l'intestin. Hein. C'est pas fait pour ça, il n'y a personne qui résiste à l'acide chlorhydrique. Hein. D'accord ? Donc, immédiatement, c'est une sécrétion qui est alcaline et le liquide qui sort de l'estomac, il est neutralisé déjà du point de vue de l'acidité. Bon. Ensuite, on a des enzymes pancréatiques. Alors, les enzymes pancréatiques sont un autre danger. Ils doivent rester dans l'intestin et dans le canal du pancréas et nulle part ailleurs. Si jamais il y a une effraction de ce liquide-là, ça digère tout ce que ça trouve. Hein. Dans les pancréatites, j'ai opéré des pancréatites et vous avez vous trouvez le pancréas déjà digéré. Hein. Parce que ça digère où c'est. Hein. C'est très puissant. Donc, c'est fait et c'est canalisé. À partir de cet endroit-là jusqu'au niveau du côlon, c'est uniquement de la digestion pure. D'accord. On va digérer jusqu'au stade moléculaire et on va ensuite absorber. La deuxième fonction de l'intestin, c'est d'absorber les aliments cette fois-ci et les faire entrer dans l'organisme. Ça, c'est une fonction capitale, bien entendu. Et alors l'intestin, c'est un chapitre. C'est un chapitre parce que... Alors, que je vous dise, on a passé vite, mais je m'arrête un petit peu sur le duodénum. Parce qu'au niveau du duodénum, entre le duodénum, le coude du duodénum et le tube qui sort du pancréas, il y a cette courbe-là, vous voyez la courbe. À la sortie de la poche, il y a une courbe. Cette courbure-là, elle est sujette à l'acidité. Elle n'est pas arrivée encore où le tube, il arrive. Le pancréas, il est juste un peu en dessous. Et c'est là qu'on fait les ulcères. Vous voyez, les ulcères. On dit j'ai un ulcère d'estomac. Non. Les ulcères d'estomac, c'est très rare. Donc, on fait un ulcère du duodénum. L'ulcère du duodénum, c'est comme une plaie qui ne guérit pas et qui va se creuser, qui se creuse petit à petit, l'acidité aidante, et puis on a des douleurs, et puis on peut percer le tuyau du duodénum, et alors vous avez le liquide de l'acidité qui rentre dans le ventre. Et là, c'est comme un coup de poignard au milieu du ventre. Il n'y a pas photo, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes plié en deux, vous ne bougez plus, vous avez de l'acide dans le ventre. Là, c'est l'opération d'urgence. Quoi. Et c'est avec ça, lorsqu'on a cette ulcère du duodénum, ouais. On fait une fibroscopie
Pour descendre voir. Voilà. Donc on introduit un tuyau. On introduit un tuyau par la bouche qui descend dans l'œsophage jusque dans l'estomac. Et on passe le pylore avec le tuyau. On regarde comment dirais-je, l'ulcère s'il y a un ulcère. On continue, on descend, on fait la courbe et on arrive jusqu'au canal du pancréas. On va pratiquement jusqu'au début de l'intestin avec un fibroscope normal. Ouais. Et donc on peut ça a quand même beaucoup évolué, docteur. Donc ça permet de faire un diagnostic complet de l'estomac, du duodénum. Alors on va d'abord jusqu'au fond. Hein. Ouais. Et puis quand on est au fond, on se retire tout doucement et on regarde tout. Mais aujourd'hui, on fait ça avec une anesthésie. Je me rappelle avoir fait ça il y a très longtemps. Et sans anesthésie, c'est pas évident ce truc-là. Par contre, et j'ai souffert pendant longtemps. Et finalement, à Paris, à l'époque j'étais à Paris, on m'a expliqué qu'il y a pas un microbe, c'est un nom, dans l'estomac. Et à forte dose d'antibiotiques, on peut éventuellement à 90% tuer ça, ce microbe-là, et ne plus souffrir de... Et c'est vrai ou pas? Exact. On trouve souvent au niveau du pylore, le nom m'échappe, le Helicobacter pylori. Voilà. Helicobacter pylori. Alors, vous savez, ce microbe qui est là, il entretient un peu l'infection, l'inflammation. Alors, il y a deux solutions. Soit on fait des cures régulières de fibroscopie plus antibiotiques pour arriver à éliminer ça, soit on change d'alimentation. On arrête l'alcool, on arrête les irritants, on arrête le tabac et on prend des aliments qui sont des médicaments et qui vont guérir littéralement cette affaire-là, en particulier les graines de lin. La graine de lin, c'est une graine très riche en graisses particulières qui sont des oméga 3 qui servent à la liaison des cellules les unes à côté des autres et qui guérissent ce genre de problème. Non, mais on en mange comme ça à la cuillère. Eh bien, les graines de lin, ça se prend à raison de 2 à 3 cuillerées à soupe par jour qu'on peut mettre dans la salade. Et on les prend, il faut les moudre, les concasser avant. Un petit moulin à café, compter jusqu'à 5, ça devient un peu... Ça devient une poudre. Et puis, ça n'a pas un goût particulier, mais c'est très puissant. Vous avez dit qu'on arrête l'alcool, on arrête ceci, cela, mais vous avez oublié de dire qu'on arrête aussi le stress. Hein. Alors, le stress aussi. Aussi, mais ça, on en parlera du stress, parce que le stress va avoir une énorme influence sur la santé. Et puis ça dépend, si c'est le bon stress ou le mauvais stress. Oui, mais en fait, là, on parle du mauvais stress. La plupart du temps... Un bon stress? Mais oui, un bon stress. D'accord. Oui, bon, le stress de l'émission de télé, bon, on a tous besoin d'un petit stress pour être stimulé, mais c'est pas l'anxiété, c'est pas le ressentiment des conflits qui nous usent, c'est pas les conflits de famille, tout ça, qui va interférer lourdement. On verra lorsqu'on étudiera la cellule, et en particulier la cellule nerveuse, vous verrez à quel point le stress peut non seulement influer l'organisme, mais dans le cas d'une femme enceinte, elle peut transmettre des modifications à la génération qui suit. D'accord ? C'est l'épigène. Donc le stress, c'est loin d'être négligeable. Donc voilà pour le duodénum, il fallait en parler parce que c'est... Voilà. Maintenant, si on a un ulcère d'estomac, ça existe aussi, alors ça c'est une autre histoire, ça doit être traité, vérifié, biopsié, on doit prendre des petits morceaux, parce que c'est là, autour de cet ulcère, qu'on peut voir arriver des cancers d'estomac. D'accord. Et on ne prend pas un ulcère, autant l'ulcère duodénal, on peut le suivre pendant des années, le plus ou moins guéri, il revient, autant un ulcère d'estomac, on ne se balade pas longtemps avec, on l'enlève ou on le soigne, mais on le biopsie parce qu'il peut entraîner un cancer d'estomac. Et un cancer d'estomac, ça rigole pas. Oui. Le cancer de l'estomac, comme le cancer de l'œsophage, il faut 2 choses, le tabac et la cigarette, pour gagner. C'est les 2 ingrédients
qui... Donc, il y a... Enfin, quand vous dites pour gagner, pour l'avoir. Pour l'avoir. Parce que certaines personnes peuvent se dire, allez, je vais prendre une cigarette et... Non. Je veux dire, ce cocktail, c'est dangereux et c'est... Alors, je reviens sur le duodénum. Duodénum, oui. Oui. Je me rappelle qu'on me disait il fallait surtout éviter de manger certains aliments et de bien mastiquer. Parce que sinon, vous avez parlé d'une plaie. Donc si ce que vous mangez, c'est pas bien mou, j'ai envie de dire, eh bien, en fait, c'est comme si vous avez une plaie sur votre poulet, que vous passez quelque chose qui l'écorche. Donc ça revient. Finalement... Oui, alors je crois pas qu'il y ait un effet tellement mécanique. Parce que normalement, le pylore, il laisse pas sortir quelque chose. D'accord. Alors, pendant que j'y pense, j'y reviendrai peut-être, mais j'y pense maintenant au niveau de l'estomac. Il y a des aliments qui retardent la sortie de l'estomac, qui bouchent l'estomac. Parce qu'il par exemple, les substances graisseuses. Vous prenez par exemple une poignée d'amandes riches en bonne graisse, je veux dire, ça ferme l'estomac. Et ça vous donnait une sensation de satiété et vous mangez beaucoup moins. Si vous prenez 20 minutes avant le repas une poignée d'amandes, vous avez beaucoup moins tendance à manger. Et l'inverse, si vous buvez pendant le repas, vous retardez l'alimentation, vous baissez l'acidité de l'estomac et ça augmente le travail de l'estomac et l'épuisement de l'estomac. Il vaut mieux boire avant ou après, mais pas pendant le repas. D'accord. Ça, c'est facile à dire, mais encore une fois, des fois on oublie de boire, puis après on a soif. Alors, toujours sur l'estomac et les douleurs, il paraît que le poivre est plus dangereux pour l'estomac et pour le duodénum que le piment de chez nous. Il paraît qu'en mangeant du piment, c'est pas grave, mais que le poivre peut être un poison. Est-ce que c'est vrai? Alors là, je peux pas vous dire ce que je sais pas. Non, j'ai pas comparé les deux. Il faudra que je travaille la question. D'accord. Sur l'estomac, si on a un estomac irritable, je crois que l'un et l'autre, il vaut mieux éviter ça. D'accord. Les choses trop épicées, ça peut. Voilà, alors on va descendre, oui, on arrive sur le pylore, on en a parlé, voilà, le duodénum, oui, on a tout dit, on avance. Alors, au niveau de la sécrétion, on a la bile qui va digérer les graisses et le pancréas va sécréter des enzymes pour digérer les sucres complexes, finir le travail que la bouche avait commencé, les amidons, et finir la digestion des protéines. Alors la bile, c'est une bonne ou une mauvaise chose? La bile, c'est une bonne chose. Parce que souvent on entend quelqu'un qui vous dit « ne te fais pas de bile ». Oui. C'est dans quel sens finalement qu'on dit ça? Bon, on dit ça parce que, comment dirais-je, on peut avoir parfois des reflux de bile dans l'estomac. Et l'estomac n'accepte pas ça. Ok. D'accord? Mais pour parler de la bile, on doit parler de la vésicule biliaire. Oui. Le canal qui descend du foie et qui apporte dans l'intestin la bile, il a une connexion avec un réservoir qu'on appelle la vésicule. Je ne sais pas si on la voit sur le schéma, c'est pas sûr. Oui, vous voyez la vésicule, c'est ce réservoir vert qui est sous le foie. Le foie, c'est cette grosse glande rouge qui est à gauche de l'estomac. Et vous voyez la vésicule biliaire, une poche sous le foie. Ça ressemble à un avocat, là, c'est ça? Voilà, un verre, ouais. Exactement. Eh bien, il y a là une réserve de bile qui permet au corps d'envoyer la bile quand on en a besoin, en quantité nécessaire, lors de la digestion, et puis de la stocker autrement. D'accord ? Au niveau de la bile et au niveau de la vésicule biliaire, on a une pathologie très fréquente dans certains endroits, mais quand même assez fréquente, c'est les calculs de la vésicule biliaire. La plupart du temps, ces calculs
elle se trouve plus fréquemment chez la femme qui élimine son cholestérol dans la vésicule pendant qu'elle a ses fonctions hormonales, c'est-à-dire avant la ménopause. Grossièrement, on pourrait dire que l'homme y met son cholestérol dans les artères alors que la femme le met dans la vésicule. Donc la femme va faire des calculs dans la vésicule lorsqu'elle a trop de cholestérol, et on va voir pourquoi lorsqu'on étudiera les maladies cardiovasculaires, par exemple. Mais l'homme a tendance à entartrer les artères. D'accord. Par contre, après la ménopause, si on maltraite toujours comme on a son corps, la femme va, dans les 10-15 ans après la ménopause, rattraper l'homme et faire aussi des maladies cardiaques. D'accord. Parce que cardiaque ou cardiovasculaire, parce qu'elle va, elle n'a plus rien, elle va avoir tendance à mettre aussi, voilà pour... Quelle différence vous faites entre cardiaque et cardiovasculaire? Cardiaque, c'est le cœur seulement, oui. Les coronaires, c'est-à-dire les artères qui vont au cœur, oui. qui entraînent des symptômes lorsqu'elles sont obturées. Mais cardiovasculaire, c'est tout le système qui part du cœur, toute la circulation artérielle qui envoie le sang vers les organes qui peuvent être atteints. Et toute artère qui est bouchée, il va entraîner un manque de sang, manque d'irrigation et une souffrance de l'organe concerné, en aval. D'accord. Donc on va voir ça lorsqu'on traitera des maladies cardiovasculaires, c'est un autre chapitre ça. Bien. Donc là, l'intestin, c'est la grande surface. Alors cette grande surface, elle a plusieurs... déjà, il faut parler... Là, c'est la douane, quoi. C'est la douane, c'est vraiment... on passe au contrôle. On passe au contrôle. Vous avez des collègues qui disent que l'intestin, c'est le deuxième cerveau, voire peut-être le premier cerveau. Alors, on y arrive. D'abord, au niveau de l'intestin, il y a une première barrière. C'est la barrière de ce qu'on appelle la flore intestinale. On appelle maintenant ça d'un nouveau mot. Ça n'a pas changé ce qu'il y a dans l'intestin, mais on a changé de mot. On appelle ça le microbiote. Mais c'est la flore intestinale. Il faut savoir qu'au niveau de l'intestin, il y a plus de microbes que de cellules du corps humain. D'accord ? Donc ces microbes, ils nous aident à la digestion et ils nous protègent. Tout microbe étranger qui va rentrer, il va s'affronter à la population de microbes ambiants. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, la première des grandes théories qui va à l'encontre de la physiologie, c'est la théorie qui voudrait que les microbes soient nuisibles. Non, les microbes deviennent nuisibles lorsque le corps humain, on l'a tellement maltraité qu'il ne résiste plus à rien. C'est le terrain qui est défaillant, mais pas le microbe. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a découvert l'hygiène, par exemple, eh bien, on a compris qu'en se lavant les mains, on éliminait pas mal de maladies. Avant, on opérait à main nue. Les premiers chirurgiens, ils opéraient à main nue, ils ne connaissaient pas les microbes. Mais après, quand on les a connus, on a vu que la mortalité avait pratiquement disparu simplement en se lavant les mains. Et ensuite, en mettant des gants, on a abouti presque à zéro. Beaucoup de fois. Donc, on a été tués beaucoup de fois. Donc à l'époque, il y avait une grande maternité, et en particulier dans les maternités, il y avait énormément de mortalité liée à l'acte lui-même à cause de ça. Maintenant, c'est sûr que ces microbes, ils vont être d'une grande protection. Et si, en absorbant des antibiotiques, on détruit cette flore intestinale, il va falloir plusieurs années pour la refaire. Ah ouais. Et suivant ce qui rentre dans l'intestin, on va nourrir certaines catégories de microbes aux dépens des autres. Par exemple, un repas riche en sucre nourrit ce qu'on appelle les moisissures, les mycoses, les champignons. Il y a un équilibre entre bactéries et champignons. Comme actuellement on se nourrit beaucoup de choses sucrées, les champignons augmentent dans l'intestin, se contaminent vers l'extérieur et on a beaucoup de femmes qui viennent nous voir avec des mycoses.
Quand on étudiera les maladies gynéco, les maladies sexuellement transmissibles, vous verrez que plus les symptômes sont grands, moins c'est grave. Et la mycose, ça brûle énormément. On vient nous voir, oui, docteur, c'est urgent, je ne peux plus. C'est pas grave, c'est pas un cancer, mais c'est très gênant. Par contre, le cancer, lui, il dit pas un mot, mais c'est grave. Mais malheureusement, c'est comme ça, donc c'est pas évident. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là encore, la cause produit les effets. Qu'est-ce qu'on fait? On donne des antimycoses, mais on ne dit pas à la malade d'arrêter de manger du sucre. Donc c'est un client abonné à vie. Alors, puisque vous parliez des microbes, bon, je fais un peu de digression. On dit aux femmes de ne pas, le docteur Daniel souvent dit ça, lorsqu'on se lave le vagin, c'est pas la peine de remonter à l'intérieur comme si, avec une brosse à dents, entrer dans la gorge, quoi, en fait. Oui, je veux dire parce que là, il y a des microbes qui sont bons pour la santé de la femme. Exactement. Au niveau du vagin, il y a une flore vaginale. Et ces microbes-là protègent. C'est des microbes qui ont un rôle protecteur. Si on allait si on veut transformer le vagin en toile cirée et puis le nettoyer, on va enlever les bons microbes et vont s'installer des microbes résistants aux antibiotiques comme le staphylocoque et à ce moment-là, on va être vraiment ennuyé parce qu'on va avoir du pus qu'on aura de la peine à traiter parce qu'ils sont résistants aux antibiotiques. Donc on ne s'approche pas avec des gros sabots, avec des antibiotiques pour nettoyer soi-disant quelque chose. Quelqu'un qui a une petite angine qui pourrait passer avec un gargarisme de rien du tout, on lui donne des antibiotiques pendant 10 jours. Bon, sauf qu'il lui faudra 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans pour refaire sa flore intestinale. Et il va immédiatement développer dans les 3 semaines qui suivent une mycose. Parce que les mycoses vont se développer vu qu'il n'y a plus les microbes pour lui résister. Donc on perturbe beaucoup de choses. Et là maintenant on a pris conscience de l'importance du microbiote. Il y a des spécialistes du microbiote qui vous passeraient 2 heures uniquement là-dessus. Hein. Et quand je dis 2 heures, il y a des littératures là-dessus. D'accord. Première protection. Ensuite, vous avez la muqueuse intestinale elle-même. La muqueuse intestinale, elle est construite mécaniquement. Un petit peu d'eau. Alors on va mettre l'image toujours. Ils n'ont eu qu'une seule image, en fait. D'accord. Donc on qui parle là, on comprend bien avec ça quand même. La muqueuse intestinale, mécaniquement, elle se présente comme une forêt de doigts qui flottent à l'intérieur. Et ça multiplie, ça démultiplie la surface de l'intestin. Et au niveau de chaque doigt, qu'on appelle des villosités, il y a un vaisseau qui vient et qui repart. C'est là que va se faire l'absorption. Au niveau d'une couche de cellules qui fait 2 millièmes de millimètre, et cette couche de cellules se renouvelle tous les 3 jours. Un taux de renouvellement excessivement rapide pour qu'elle soit efficace. Ces cellules sont connectées entre elles pour être imperméables. Il y a plusieurs types de cellules. Il y a des cellules qui vont sécréter, là encore, du mucus pour protéger la paroi. Il y en a d'autres qui sont faites pour absorber les aliments. Il y en a d'autres, tous les centimètres, qui sont des douaniers, littéralement, qui scannent tout ce qui rentre, toute molécule étrangère. Elles prennent, si vous voulez, une espèce de photo et transmettent la photo aux leucocytes, qui sont des cellules de défense, qui vont générer la réponse qu'il faut par rapport à ça. D'accord. Donc, et tout ça, c'est monitoré par le système nerveux, parce qu'il y a des cellules nerveuses qui sont là, tout au long de l'intestin, et qui vont monitorer tout ça, réguler tout ça.
Ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'un tissu se renouvelle rapidement, comme l'intestin, ça suppose qu'il est bien nourri. Si vous sautez un repas, ça ne va pas modifier la structure de l'os qui se renouvelle tous les X mois. Par contre, lorsque vous mangez mal pendant des semaines, la cellule de l'intestin qui se renouvelle tous les 3 jours, elle souffre. Et vous comprenez que si l'intestin commence à devenir une passoire, va rentrer dans l'organisme des substances qui n'auront pas été complètement digérées. Va rentrer dans le flux du sang des microbes, des toxines. Bien qu'on scanne tout ça, ça rentre quand même. Et ensuite, on va avoir des réactions à l'intérieur du corps. Voyez ? D'accord. Je prends un exemple. Vous avez le sucre du lait. De quel lait? Le lait de vache. Le lait de vache, d'accord. C'est pas le lait Nestlé, mais on parle donc du lait de vache. Oui, oui. D'accord. Oui, le lait Nestlé, c'est du lait de vache. Oui, mais il est beaucoup plus sucré que le lait de vache, peut-être. Lorsque... oui, si on le sucre encore, oui, bien sûr. D'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'il est partiellement digéré, il va laisser entrer, accoler au glucose, des substances qui vont agir sur le cerveau. Et ça va entraîner des répercussions. Si vous avez une substance étrangère qui rentre dans l'organisme, si cette substance va se coller sur un récepteur de cellules, à ce moment-là, le signal a été donné, substance étrangère. Les cellules de défense de l'organisme vont venir immédiatement régler le problème sur la cellule en question. Et dans de nombreux cas, elles vont attaquer la cellule réceptrice en même temps que la substance. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Vous avez comme maladie auto-immune les allergies, par exemple. Vous faites des crises d'asthme. Les gens m'ont dit, oui, docteur, moi je suis sous cortisone, je suis asthmatique. On m'a dit que je dois prendre le traitement à vie. Je dis oui, oui, il a raison, le docteur. Tu fais une connerie à vie, il faut prendre un traitement à vie. Mais si tu changes ton alimentation, tu fermes ton intestin, tu fais plus de crise d'asthme, pourquoi tu prends tes médicaments? Et j'ai une malade qui est venue au cours de cuisine, elle a même pas eu le temps de finir le cours, elle n'a jamais plus eu de crise d'asthme pendant 5 ans. Ah, si je t'avais vu avant, docteur. Oui, j'ai dit, mais c'est pas moi, c'est le corps. Il se guérit parfaitement tout seul lorsqu'on lui donne ce qu'il faut. Vous avez parlé du lait de vache. Il vaut mieux, adulte, éviter de prendre du lait? Oui, le lait de vache n'est pas digéré chez l'adulte. On n'a pas ce qu'il faut pour ça. Qui plus est, le lait de vache contient une substance spécifique qui perméabilise l'intestin du veau pour que le veau grandisse rapidement. Comme on n'est pas des veaux, ça perméabilise notre intestin et ça, c'est pas bon, en aucun cas. Donc pour les adultes? Non, le lait de vache, non. Ok. Alors, on apprend des choses, Pascal, aujourd'hui. Hein? Tu as retenu pour les... À mettre en pratique. Ben oui. Donc l'alimentation va nourrir en premier lieu l'intestin, qui a une fonction vitale. Puisqu'il doit faire le choix entre laisser à l'extérieur ce qui doit sortir derrière et garder ce qui va nourrir. Vous comprenez bien que un des premiers symptômes d'une mauvaise alimentation, je dirais il y a 2 symptômes d'une mauvaise alimentation. Premièrement, c'est la grippe. Si chaque fois qu'il y a une épidémie de grippe, c'est pour vous, c'est pas normal. C'est parce que vous êtes faible et vous êtes faible parce que vous mangez mal. D'accord? Moi, j'ai ma fille qui mangeait n'importe quoi. Elle est toujours à la grippe. J'ai dit, attends, je ne comprends pas. Je suis dans les hôpitaux, ça fait 10 ans que j'ai jamais eu de grippe. C'est moi qui devrais être malade. Comment ça se fait qu'une jeune fille en pleine forme, elle prenne la grippe chaque fois qu'il y a la mauvaise grippe, comme on dit. Mauvaise grippe, quoi? La mauvaise grippe, c'est pour ceux qui ne sont pas bien.
Ah oui, docteur, mais j'ai pas le temps de manger. Je dis, t'as pas le temps de manger, ça me fait un client, tu viens me voir, mais tu as le temps d'être grippé. Moi, j'ai pas le temps d'être grippé, donc je mange bien, puis j'ai pas le temps d'être malade. Je serais bien malade, mais j'ai pas le temps. Je plaisante avec mes patients, mais je leur dis c'est un peu ça, quoi. Donc, deuxième symptôme, alors là, c'est classique. Deuxième symptôme, les amis, c'est la constipation. La constipation se définit lorsqu'on ne va pas à la selle au moins une fois par jour. Pas une fois par semaine, une fois par jour. On parle de la perméabilité de l'intestin. J'ai vu une jeune femme, une jeune fille, parce qu'elle avait 18 ans, qui est arrivée aux urgences, elle avait mal au ventre. Elle a passé sa journée aux urgences, on n'a rien trouvé, mais si vous voulez, une jeune fille qui a mal au ventre, on passe quand même au gynéco, on l'a envoyée au gynéco. Donc elle arrive à 6 h du soir chez moi, et là, je regarde sa radio de l'intestin, et sur la radio du côlon, je vois des selles qui partent de l'appendice, qui montent dans le côlon ascendant, qui traversent le côlon transverse, qui redescendent vers l'anus, tout plein. Normalement, on n'a pas des selles, on n'a pas des kilos de sel sur ça. Je dis, quand est-ce que tu as été à la selle la dernière fois? Il y a 15 jours. 15 jours. Alors, comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de substances toxiques qui rentrent dans l'organisme lorsque le côlon est obligé d'avoir 15 jours de caca sur lui? C'est pas fait pour ça, hein. Normalement, ça doit être évacué chaque jour, hein. On devrait aller 1 ou 2 fois par jour à la selle. Normalement, ça c'est la physiologie normale. On parle des gens qui ont l'intestin long. Oui, c'est évident. Si vous faites du boudin, vous savez faire le boudin, on injecte d'un côté et on bouche de l'autre côté. Oui. Mais si vous bouchez longtemps, le boudin il s'allonge. D'accord. C'est le boudin, l'intestin s'est allongé à force de constipation. Et quand on arrivera vers le côlon, on parlera de ça. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'au niveau de l'absorption des produits toxiques, plus le temps de contact est long entre les produits toxiques, fermentés, putréfiés et la membrane de l'intestin, en particulier du côlon, plus on va avoir des problèmes liés à ça. Donc il y a toute une gamme. Les inflammations des articulations, polyarthrite, les allergies, rhume des foins, etc. Les crises d'asthme, l'endométriose, la sclérose en plaques, le lupus, la sclérodermie, c'est des maladies auto-immunes. Ça se traite avec des médicaments. Mais ça se traite avec des médicaments quand on ne veut pas aller à la cause. Et la cause? La cause, c'est l'intestin qui est perméable. On change l'alimentation, on guérit les scléroses en plaques, on guérit l'asthme, on guérit le lupus, on guérit plein de choses comme ça. Alors pour guérir de la constipation, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut manger normalement. C'est-à-dire au docteur, manger normalement c'est quoi en fait? Eh bien on va y arriver, on va y arriver. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. Il faut des fibres et il faut manger au moins 30% de notre alimentation minimum qui doit être du cru, fruits, légumes. Et c'est pas les produits animaux sont tous constipants parce qu'ils n'ont pas de fibres. D'accord? D'accord. Alors on arrive petit à petit. Là j'en étais à l'importance de fermer l'intestin. Donc si on ferme l'intestin, on n'a plus de crise d'asthme. Je vous donne un exemple, c'est un exemple qui va être intéressant. Je n'aime pas parler de moi, mais là je parle de ma défunte épouse, ma première épouse, qui était martiniquaise, qui n'avait jamais eu de problème d'allergie. Arrivée en France, on était en faculté on mange ce qu'il y a, hein. On est pressé, on est à la fac, on mange au resto U, on mange un peu n'importe quoi. Et quelques mois après, elle s'est mise à faire des crises d'asthme. Et puis après, elle a eu l'allergie au rhume des foins. Elle n'avait jamais eu ça de sa vie. Et puis, on a été voir un allergologue. Ça, c'est une nouvelle race de docteurs qu'ils ont créée après les allergies, bien sûr. Dès qu'il y a une maladie, on crée une spécialité. Et on lui a fait des centaines de piqûres de désensibilisation. Tout l'hiver, elle avait des piqûres de désensibilisation. Quelque chose, hein. Et au bout de 5 ans, je crois, on lui a fait des tests.
On vous pique avec du poil de chat, de chien, de poussière de maison, pollen, graminées, acariens dans les machins. Elle était allergique à tout. Conclusion, on l'envoie sur Mars. Parce que sur Terre, elle ne peut plus rester, je veux dire. Il faut tuer tous les chiens, tous les chats, il faut éliminer la poussière. Bon, voilà, on lui dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Eh bien, on a changé d'alimentation, on a fermé l'intestin. Elle n'a jamais plus rien eu, terminé. 3 semaines après, elle était au milieu des fleurs, elle ramassait les fleurs et tout, terminé. Pareil. Polyarthrite, j'ai fait des conférences au CHU, polyarthrite, vous avez le choix entre la cortisone ou changer d'alimentation. Tu veux continuer à manger comme d'habitude? Eh bien, c'est pas dur, tu prends ta cortisone. Et tu grossis. Et puis. Donc, je veux dire, vous êtes constipé, j'ai les moyens médicamenteux de traiter votre constipation. Mais à vie. Alors, vous prenez des... Alors, ça va finir par irriter votre côlon, ça va rien guérir du tout. Alors, on fait les... on dit. Je veux dire, on irrite l'intestin pour qu'il finisse par évacuer ce qu'il a, quoi. C'est un peu ça. Mais je veux dire, on ne traite pas la cause. On traite le symptôme. C'est comme si... Voilà. Donc, on va trop souvent, et les patients viennent me voir et me disent, docteur, mais alors vous ne me donnez rien. Parce que je n'ai pas rempli une ordonnance. J'ai dit, comment je vous me donnez rien? Alors, je vais te marquer sur l'ordonnance. Tu vas manger ça. Tu vas faire tant d'heures de marche, tant d'heures de ci. Maintenant, vous avez vu que l'exercice physique, ça peut faire partie d'une ordonnance. Avant, c'était un conseil comme ça. Maintenant, on le marque. Et la SACU peut même rembourser certains exercices prescrits parce que c'est nécessaire. Mais il y a des gens qui préfèrent un comprimé et puis continuent leurs mauvaises habitudes. Mais là, je vous ai dit qu'on va voir la santé. On va voir la santé en rapport avec le style de vie qu'il nous faudrait adopter pour ne pas transgresser une loi qui va nous mettre en danger constamment. Vous voyez? Okay. Pendant qu'on vous êtes... L'occlusion intestinale, c'est quoi? Parce qu'on quand on parle d'intestin, et vous avez parlé de cette patiente qui, pendant 15 jours, n'a pas pu aller aux toilettes. Donc, est-ce que c'est ça, l'occlusion intestinale? Non, l'occlusion intestinale, c'est pas ça. Ça, c'est la constipation. L'occlusion intestinale, vous avez vu que l'intestin, le petit intestin, qu'on appelle l'intestin grêle, qui est au milieu du côlon, cette partie rose qui est au milieu du côlon, qui flotte, ça, c'est l'intestin grêle, c'est là où se joue l'absorption des aliments. D'accord. Il est mobile et il flotte. Lorsqu'on fait une intervention chirurgicale, la plupart du temps, on laisse des séquelles à l'intérieur qui peuvent être des brides de cicatrisation, comme des cordes ou on appelle ça des adhérences. Les organes peuvent se coller les uns avec les autres et ça demande quelques semaines, parfois quelques mois, pour que ces adhérences s'en aillent. En attendant, après une opération, on peut avoir l'intestin qui bute sur une bride, qui se coince à l'intérieur, qui fait un nœud et qui se bouche. Okay. Alors là, on a une occlusion, c'est-à-dire que, premièrement, il n'y a plus de gaz qui passe par en bas et il va commencer à vomir par en haut. Et il vomit, ça ne s'arrête pas. Et lorsqu'on fait une radio, on voit qu'effectivement, il y a une partie en bas, il n'y a rien, et en haut, il y a du gaz, il y a du liquide, ça flotte, il y a des choses, il y a occlusion. Donc il faut aller libérer rapidement cet intestin qui souffre parce qu'il est bouché quelque part. Parfois, ça peut être une occlusion à travers une hernie. Il y a un petit trou de la hernie où l'intestin, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Et la personne sait, il pousse un petit peu et le fait rentrer. Mais une fois, il sort et puis il ne rentre plus. Alors il y a occlusion. Alors, la personne qui meurt de ça, c'est parce que l'occlusion est là depuis combien de temps à peu près? Normalement, une personne ne devrait pas mourir d'occlusion, ou alors on n'a pas fait le diagnostic, ou elle n'a pas pu être transportée à l'hôpital, mais normalement, les occlusions, on n'attend pas que la personne meure. Hein. Alors c'est peut-être une façon de parler, il a une occlusion, d'accord. Mais normalement, c'est une crise aiguë, l'occlusion. D'accord ? On peut avoir une occlusion au niveau du côlon sur un cancer, par exemple, qui à un moment bouche la paroi et on va découvrir ça. Mais en principe, les occlusions, c'est plutôt mécanique après une intervention, le plus souvent. Ok. Compris, Pascal?
riche en informations. Oui. Une nécessité d'assimiler tout ça pour développer un nouveau mode de vie plus sain. Et arrêter de porter des sandwichs. Oui, voilà. Ça va, docteur? Oui. Un voyage exceptionnel dans le corps humain, de la bouche. On a vraiment l'impression de voir un film futuriste quand il dit, bon, il y a la douane, on envoie l'information par là, tout ça. On a vraiment l'impression. Oui, c'est extrêmement sophistiqué, très sophistiqué. Ouais. Et très organisé aussi. Alors, on aurait pu passer des schémas, mais je n'ai pas réglé les droits d'auteur de ces schémas encore. Je ne sais pas comment, s'il faut tous que je les refasse pour les poser. Il y a des schémas sur Internet, mais s'il y a des droits d'auteur, on risque de chercher. Je ne sais pas comment les passer, mais à l'occasion, je vous montrerai ces cellules, comment elles sont agencées, comment c'est bien fait. Pour la prochaine émission, docteur, vous pouvez emmener ces schémas. On ne va pas nous voir. La télé ne va pas très loin, donc on va pouvoir la télé, elle va juste autour du monde avec Facebook. Et attention, attention. Non, mais je pense que la santé publique vaut bien que quelques personnes nous cherchent des noix, c'est pas grave. Oui, mais ça peut coûter très cher. Les Américains, ils rigolent pas avec ça. Ouais. J'ai déjà vu des gens pour une diapositive, ils ont eu $50 000 ils ont été guéris d'avoir pris pour une diapositive seulement utilisée. Aux États-Unis, ils ne rigolent pas. Donc, j'aimerais pas que vous soyez poursuivis pour ça. On va faire une caravane. Tout doit être produit, sinon il faut avoir la permission. Donc, faire très attention. Okay. Donc, je disais, il y a aussi une chose, on en reparlera quand on parlera d'obésité, de diabète. On a modifié certains aliments. Le blé, par exemple. Le blé a été hybridé pour qu'il soit plus court et qu'il se penche moins sous le vent. Quand on a doublé le capital génétique de la cellule du blé, au lieu d'avoir X commodo, il en a dit 2 fois X. Et ça modifie beaucoup de choses. Ça modifie le taux de sucre qui va rentrer. Le pain fait avec ce blé, il a un indice glycémique, on verra, qui est élevé et qui est préjudiciable. Et puis, il libère ce qu'on appelle une glucomorphine. Et c'est intéressant à savoir parce que lorsque l'intestin est en mauvaise condition, ce blé n'est pas cassé. Le glucose reste attaché à la substance morphinique et il rentre dans le cerveau comme ça et il va rentrer et avoir des effets sur le cerveau. De la même manière, avec le lait, il y a la lactomorphine qui va rentrer et ces opioïdes ont un effet important sur certaines maladies comme la dépression, la schizophrénie, et il y a des bouquins qui ont été écrits. Maintenant, je donnerai les références à la fin sur l'intestin qui perturbe le cerveau. D'accord ? Ces substances-là vont rentrer dans le cerveau et vont avoir une importance sur... Donc, il faut comprendre que l'alimentation, et là je parle à Pascal, qui est spécialisé aussi dans le traitement de ces maladies, l'alimentation va guérir énormément de gens par rapport à la dépression, à la schizophrénie, à la borderline et compagnie. C'est un apport énorme parce que le cerveau souffre. Parce qu'il faut comprendre que l'intestin, il sert d'abord à nourrir le cerveau. Pour vous donner une idée, un enfant entre 4 et 8 ans, 40% de ce qu'il mange est uniquement dédié au cerveau. Presque la moitié de ce qu'il mange, l'enfant, sert au cerveau. L'enfant doit apprendre énormément de choses en peu de temps. Il va à l'école, il pose des questions. « Papa, oui, dis-moi ça, je veux savoir pourquoi ci, pourquoi ça. » Le cerveau multiplie énormément ses cellules. Et il absorbe énormément d'énergie. Lorsque, en particulier, les graisses, les huiles qui sont contenues dans les graines
dans les noix, les amandes, etc., on reverra en détail tout ça, nourrissent le cerveau et vont servir à isoler les gaines du cerveau. Donc, grossièrement parlant, le cerveau, il capte énormément d'énergie dans la première enfance pour se construire et pour l'apprentissage, bien entendu. Alors qu'à l'adolescence, le cerveau va moins multiplier ses cellules, il a déjà atteint une taille, qu'il va démultiplier, multiplier par 1000 ses connexions. Là, alors, on fait du câblage. Et ce câblage va manger énormément de gaines d'isolants. Et ces gaines d'isolants, on les trouve dans les noix, qu'on ne mange jamais. Par contre, on consomme énormément de graisses animales qui sont toxiques. Et ça fait toute la différence. C'est la raison pour laquelle, dans l'histoire de Daniel et ses compagnons, les uns mangeaient le mets gras du roi de Babylone et les autres mangeaient des bonnes substances graisseuses. Et à la fin, ils étaient 10 fois supérieurs intellectuellement. Pas 2 fois, pas 3 fois, 10 fois supérieurs. Et comme par hasard, ils sont sortis les 4 premiers. Parce qu'il y en aurait pu en avoir un surdoué qui sortait premier. C'est pas que les autres sont des crétins, c'est que les autres, ils dorment. Ils n'ont pas la capacité de concentration. L'élève, au bout de 2-3 minutes, il pense à autre chose. Il voit la maîtresse, mais il est ailleurs. Hein. Si vous voulez qu'un enfant ait la capacité de concentration, il faut lui donner de quoi? C'est la qualité de l'alimentation. Et j'attire l'attention sur les mamans. Et on aurait pu parler de l'allaitement. On en reparlera quand on va voir les substances toxiques et la concentration des substances toxiques au niveau de l'organisme qui va entraîner les cancers. Parce que ce qu'on mange, il a une qualité intrinsèque de par sa constitution. Mais il a aussi une qualité liée à l'intoxication qui nous charrie. Parce que maintenant, les produits sont pollués. Pesticides, herbicides, métaux lourds, etc. Donc nous, il va nous s'agir de savoir, dans un deuxième temps, non seulement comment ça fonctionne, mais qu'est-ce qu'on choisit pour notre sécurité. Alors, docteur, beaucoup de personnes aujourd'hui disent, alors je ne sais pas si c'est une mode ou bien si c'est réel, qu'il faut manger sans gluten. Est-ce que... Alors, est-ce qu'on va s'attaquer à ça? 2 mots. On dit sans gluten, en fait on devrait dire sans blé hybridé. C'est le blé hybridé. J'y ai pensé en vous écoutant parler. C'est le blé hybridé qui est toxique. Mais on a dit c'est sans gluten. Le gluten n'est pas lié à ça. D'accord? Alors c'est très contraignant le sans gluten. Et alors si vous voulez remonter à l'origine du sans gluten, c'est parce qu'il y a aussi la flore intestinale qui est dégradée. Lorsque la flore intestinale est dégradée, la digestion n'est pas complète et il y a des substances qui rentrent, en particulier ces substances opioïdes, qui vont entraîner des ennuis. D'accord? Et ces conséquences sont liées aux opioïdes. Mais la plupart du temps, on a remarqué que c'est lié aussi à l'absorption de mercure. Le mercure, c'est un puissant antiseptique. Ça détruit tout. D'accord? Et ça détruit la cellule nerveuse en particulier. Alors, on a des sources de mercure. La première source de mercure, c'est les plombages des dents, qui va se dégrader. Ensuite, vous avez les vaccinations. Et troisièmement, le poisson. Le poisson. Le poisson, parce qu'il prend le mercure dans les cours d'eau où on cherche l'or en particulier. Et on sait maintenant que les chercheurs d'or d'Amazon, de l'Amazonie, ils nous envoient des sargasses, ils nous envoient aussi du mercure. Et donc, nous, on mange du poisson. Et on s'intoxique comme ça. Alors, il y a 2 catégories par rapport au mercure.
On a étudié ça en Guyane chez ceux qui sont intoxiqués au mercure parce qu'ils pêchent les chercheurs d'or. Il n'y a pas que des chercheurs d'or, il y a des Indiens qui, eux, ils sont en première ligne pour manger ces produits toxiques. Et on a remarqué que ceux qui avaient des ennuis, c'est ceux qui ne trouvaient pas de mercure dans les cheveux. Parce que le mercure s'élimine par les cheveux. Donc vous prenez un cheveu, vous trouvez de mercure dedans, on dit « Ah oui, celui-là, il a sa dose ». Mais ceux qui étaient les plus malades, c'était ceux qui n'avaient pas de mercure dans les cheveux. On ne comprenait pas. Et en fait, il y a deux catégories de personnes, ceux qui éliminent le mercure par les cheveux, qui résistent mieux, et ceux qui ne les éliminent pas. Alors ceux qui ne les éliminent pas, ils le gardent et ils s'intoxiquent au niveau du cerveau. Et on a des ennuis au niveau de l'intestin, ils digèrent mal et il y a des substances comme ça. Donc là encore, c'est partiellement la faute. C'est la faute de l'homme qui a hybridé le blé. Et il faut faire un choix de blé non hybridé. Ça s'appelle le petit épeautre, c'est un blé ancien, ou le camute. Ces blés-là ne sont pas hybridés, donc ils ne sont pas dangereux pour les diabétiques. Mais ça, vous parlez de pour ceux qui mangent le pain. Mais si on arrête de manger du pain carrément, on résout le problème. Oui, on résout. Est-ce qu'on trouve ça dans d'autres produits? Oui, on résout le problème, si vous voulez. Mais quand on enlève le gluten, on enlève pas seulement le pain, on enlève plein de trucs. Non, je parle de l'histoire du blé hybridé. Est-ce qu'on retrouve ça en dehors du pain? Est-ce qu'on trouve ça dans Non, dans le blé. On peut retrouver un petit peu dans les pâtes qui sont faites avec le blé. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, en moindre... Alors pour revenir aux gens qui mangent, vous parliez du cerveau avec les noix. Alors j'ai entendu dire aussi que les dattes, on parlait de constipation tout à l'heure, mais que les dattes font énormément de bien et c'est quelque chose de formidable. Il faudrait manger chaque jour à peu près 2 ou 3 dattes parce que c'est quand même très sucré. Donc peut-être oui, les dattes, les fruits en général. Vous avez maintenant des ouvrages qui vous montrent ce qu'on appelle les alicaments. C'est des aliments médicaments. Vous avez des aliments qui sont bons pour les yeux, d'autres qui sont bons pour le foie, d'autres qui sont bons pour la peau. Je veux dire, Dieu a distribué dans la nature tout ce dont nous avons besoin. Mais il y a actuellement des gens qui mangent un fruit tous les 6 mois. Les fruits, ils n'aiment pas ça. Ils sont abonnés chez, vous savez qui? Les salades non plus. Chez les fast-food, et il n'y a rien aucune fibre, et de la graisse animale qui perméabilise l'intestin, et avec des produits toxiques, et toutes les toxiques que l'animal aurait mangé et tout. Donc ça, on va voir les animaux une prochaine fois. Voilà pour l'absorption de l'intestin. Il faut savoir que tout ce qui sort de l'intestin passe dans les veines, dans le sang, mais ne va pas dans la circulation générale. Il passe par un grand filtre qui est le foie. Et le foie va traiter tout ça. Et puis après, il va relâcher. En particulier les sucres, il va les traiter, les stocker. Et les sucres complexes de l'alimentation normale, ils rentrent tout doucement, le foie a le temps de les stocker. Maintenant, si vous buvez un coca ou un soda, c'est un tsunami de sucre qui rentre dans le sang, il n'y a pas besoin de digestion, ça passe directement, le foie est complètement débordé, et là on va voir ce que ça fait comme réaction au niveau du corps, que le corps va devoir intervenir par, cette fois, non pas une enzyme du pancréas, mais une hormone, parce que le pancréas sécrète des enzymes pour la digestion, et il sécrète des hormones pour le sang. Il digère les sucres, mais il contrôle aussi le sang pour le métabolisme des sucres. C'est un organe très complexe. Et on détruit le pancréas et le foie avec l'alcool. L'alcool détruit le foie et le pancréas. Et le cerveau aussi, etc. Avec la liste des cancers liés à l'alcool et au tabac, c'est énorme. C'est énorme. D'accord ? Et là encore, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Si on attend sur les pouvoirs publics pour nous interdire la cigarette et l'alcool, ils préfèrent mettre des radars sur les routes plutôt que de s'occuper de la santé, parce que quelqu'un qui a un cancer du poumon ou du côlon, c'est tout bénéfice pour la société. Il paye plus d'impôts
en consommant de la cigarette et de l'alcool, et il ne prend pas sa retraite. Vous comprenez? Donc, en bon entendeur, salut, chacun s'occupe de sa peau. Et on est là pour ça, si j'ose dire. Aujourd'hui, on est là pour ça. Et c'est ce que je dis aux gens, soit vous venez au cours de cuisine avec moi, soit vous me retrouvez dans mon cabinet. Des deux côtés, on va se retrouver. Oui. Mais je veux dire que, écoutez, chacun devrait comprendre le circuit dans lequel on est. J'ai été faire une visite avec mon fils de 8 ans à l'hôpital. En sortant de l'hôpital, mon fils voit à la sortie de l'hôpital les distributeurs de boissons sucrées, soda, coca et compagnie. Il me dit, papa, 8 ans, hein, papa, mais ça là, ça ne devrait pas être là. Il me dit, mais alors c'est un circuit, ça rend malade, dedans on traite les malades, on ressort, on prend ça, on est malade, on rentre... 8 ans, il a compris ça? Non, c'est parce qu'il a mangé beaucoup de noix. Non, je veux dire, ça paraît logique. Je n'ai pas fait l'émission de télé, mais je lui dis qu'il y a des choix à faire. Sinon, on est malade. Et là, on pourra vous donner des médicaments, on vous en donnera, vous serez diabétique, vous serez sous insuline, et puis vous continuerez à... Voilà, et puis ça fait gagner tout le monde. Mais tôt ou tard, il faut passer à la caisse, et la caisse, c'est l'hôpital. Hein. Tôt ou tard. Et quand on dit que l'hôpital est malade, finalement? Oui, l'hôpital est malade parce que maintenant, les pouvoirs publics, ils ont tellement de malades sur les bras qu'ils commencent à comprendre qu'il vaudrait mieux faire de la prévention que payer des gens pour être sous une avalanche de malades pour lesquels tout le monde gagne, mais pas l'État. L'État ne va jamais rien gagner, c'est les vendeurs de médicaments qui gagnent. Ouais. Mais l'État, normalement, si on voulait une justice, on devrait taxer la Sécu au prorata des dangers que la personne court. Un buveur devrait cotiser beaucoup plus qu'un abstinent. Un fumeur devrait cotiser beaucoup plus. Et cette cotisation devrait être doublée par celui qui vend. Le bénéfice des cigarettes de l'État devrait être reversé intégralement aux hôpitaux. On ne peut pas vendre des cigarettes que l'État produit et en même temps nous mettre... Parce qu'attention, la cigarette, c'est 60 000 morts par année. Hein. Mais on nous met des radars pour 3 000 morts sur les routes. Non. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Alors, je veux dire, laissez tomber les routes et nous poursuivez plus avec des voitures, machin, mais reversez-nous le bénéfice de la CETA directement dans les hôpitaux, par exemple. Parce qu'où va cet argent ? À payer beaucoup de ministres et de sénateurs. Alors, il faut bien comprendre que d'un côté, on a des drogues légales, alcool, tabac, où l'État fait du bénéfice, mais bien entendu, il poursuit ceux qui voudraient vendre des drogues en dehors de leur circuit. En dehors de leur parce circuit. Qu'ils ne touchent pas, c'est parce qu'ils ne touchent pas. Non, mais je veux dire, il y a des enfants qui réfléchissent et qui disent, attendez, vous vendez cela, nous on vendait l'autre. Chacun son business, et puis n'en parlons plus. L'homme est libre de choisir ce qu'il veut. Quand on avait la loi Evin qui interdisait la publicité sur l'alcool, eh ben, il y a eu tellement de pression que l'Assemblée nationale a dit, bon, on remet de la publicité pour l'alcool. Donc maintenant, nos enfants sont à la publicité pour l'alcool. Mais on va aller où comme ça? Et on voulait introduire un enseignement de l'alcool à l'école. Mais on veut nous en faire quoi, nos enfants? Il n'y a pas de... Je veux dire, il n'y a pas de... le business, il marche, mais actuellement, est-ce que pour faire marcher le business, on va marcher n'importe quoi? On va manger n'importe quoi? Ça ne prend pas, ça. Parce qu'il y a des tas d'industries, et je voyais ça encore à la télé, ça on fait de la philosophie, maintenant on a arrêté la médecine, qui gagnent leur argent, mais qui décident de fermer l'usine. Et puis on met les gens à la rue. Donc, on ne va pas me faire manger quelque chose en disant, si je ne mange pas ça, il y a des gens qui ne vont pas, machin. Si je dis, il ne faut pas manger de poisson, tous les marins-pêcheurs vont dire, renvoyez ce docteur chez lui. Mais qui ne se trompent pas, les marins-pêcheurs. Maintenant, avec les sargasses, ils ne sortent plus. On aurait mieux fait de... Et puis alors, l'histoire des sargasses, c'est pareil. Hein. Ce n'est pas en achetant des pelles mécaniques qu'on va traiter le problème. Il faut aller voir là-haut ceux qui les produisent. Hein. Sinon, on aura la Martinique recouverte de sargasses sur terre au lieu de la mer.
Et puis ça n'arrivera pas. Non, ce que je veux dire, qu'à un moment, il faut se poser les vraies questions. Mais quand vous parliez des cigarettes et des drogues, est-ce que vous pensez que si on dépénalisait la drogue, ça aurait fait moins de cas? Ben, en tout cas, il y a des exemples. Hein. En Suisse, on a dépénalisé. Vous achetez votre drogue en pharmacie pour 5 €. Et puis, il n'y a plus d'attaque. Hein. Tout le monde peut aller s'acheter. Et puis, il y a des parcs. Et puis, vous allez vous droguer dans le parc. Et vous allez vous promener avec vos enfants dans le parc. Quand ils voient les drogués, ça leur passe l'envie. Terminé. Ceux qui choisissent d'aller dans le parc, ils vont dans le parc, ils se droguent. Et les autres, tu leur dis, si tu veux là, tu choisis. Et puis voilà. Mais au moins, on n'a plus tous les 15 jours l'écran plat qui disparaît pour aller acheter la drogue au coin de la rue. Ouais. Chacun peut se la payer et puis chacun fait ses choix. Mais moi, je ne prends pas parti pour ça. Hein. Je veux dire, ça, c'est un problème qu'on va peut-être discuter plus tard sur le respect des lois. Parce que Dieu nous a donné des lois, comment on éduque nos enfants, quel est le mode d'emploi de ce qu'on choisit. Les enfants qui sont éduqués, il y a l'éducation, on est en dehors des normes. Et puis après, ils ont des conséquences. Mais pour revenir à la santé, il y a des produits qui ne sont pas alimentaires et qui sont très nuisibles. Café, alcool, tabac. Ce sont des carcinogènes et des co-carcinogènes, comme le café, qui augmentent l'effet des carcinogènes. Et on ne peut pas, en tant que médecin, dire c'est à peu près bon, pas bon. On dit un verre d'alcool, ça fait du bien au cœur. Oui, c'est vrai. Mais ça augmente le taux de cancer du sein chez la femme dès un verre d'alcool. Donc, verre d'alcool ou un verre de vin? Un verre de vin. Parce que si c'est un verre de non, poche, de vin, je veux dire. D'accord. Mais oui, si c'est de l'alcool dur, c'est le taux d'alcool qui compte. Donc, voilà, ça, moi je parle d'alimentation et dans les aliments, il faut faire un choix et on va y venir aux aliments. Mais là, je voulais que les gens sachent à quel point c'est complexe, quelle erreur éviter. D'accord ? Par exemple, l'intestin, il fonctionne bien. On arrive gentiment à la fin de l'intestin. À la fin de l'intestin, normalement, n'arrive dans le côlon qu'un produit liquide qui contient que les fibres qui restent. Ces fibres vont être un stimulant pour que le côlon évacue. Mais il y a la vitamine B12 qui est absorbée au niveau de la partie terminale. Et juste au début du côlon, si vous regardez l'image, il y a une petite pointe. C'est l'appendice. Oui. Alors, l'appendice, il est très souvent enflammé. On est souvent opéré de ça, enfin. Et dans le temps, on enlevait presque systématiquement l'appendice pour ne pas avoir d'ennui. Et l'appendice a un rôle. Il sécrète un liquide qui lubrifie l'intestin. D'accord. Et il est aussi antitoxique contre la septicité et la toxicité du côlon. Donc, c'est un antibactérien qui va protéger le côlon contre parce que, suivant la façon de manger, on va avoir des microbes différents dans le côlon. Si vous mangez végétarien, ce sera de la fermentation. Si vous mangez carné, ce sera de la putréfaction. Vous voyez, une viande, ça pourrit, mais un végétal, ça fermente. Vous avez remarqué que ce n'est pas les mêmes microbes. Alors, lequel des deux qu'il vaut mieux supprimer en premier? Le plus dangereux, c'est les aliments carnés. D'accord. Carné, c'est-à-dire la viande? Viande, poulet, poisson, etc. Même le poisson? Eh bien, non, mais ça, attention. On ne va pas aller trop vite là-dessus. Non, c'est par rapport à ce que vous dites, c'est carné. Oui, voilà, le poisson, c'est un aliment excellent en théorie. En théorie. D'accord. Mais tout dépend dans quel milieu on l'élève. Or, actuellement, le milieu marin, on le pollue de plus en plus. Tout le monde lève les bras au ciel en voyant la pollution de nos rivières. Et là, on verra ça encore sur le taux de concentration des produits chimiques dans les animaux qui sont soumis à ça.
D'accord? Donc il faut tenir compte de... Non. Donc pour le côlon, l'appendice est un organe utile. Mais lorsqu'il est soumis à une constipation intense, les microbes rentrent dans l'appendice, s'enflamment et on est obligé d'opérer parce que sans quoi on aurait des infections avec une perforation, un abcès, etc. etc. Donc ça traduit, cette inflammation de l'appendice traduit un certain type d'alimentation. Bien. D'accord? Là encore, c'est un symptôme qui devrait nous dire il faut que je fasse attention. Parce que mon corps, là, il réagit. Il y a un problème. Mais vous pouvez avoir des tas de réactions qui viennent par exemple, les boutons. Il y a des tas de femmes, des jeunes, des adolescents qui viennent me voir. Docteur, je suis embêté, l'acné, j'ai des boutons. Voilà. Les jeunes garçons, une fois passé à quelque chose, ça passe. Les boutons finissent. Oui, voilà. Donc, mais la plupart du temps, l'alimentation sucrée couplée à la constipation, eh bien, vous avez ça. Vous voyez ? Donc, il y a des répercussions sur le corps entier par rapport à la santé de l'intestin. Alors maintenant, on arrive au côlon. Je ne sais pas s'il nous reste du temps. Non. Plus. Non. Alors vous m'avez fait parler, puis maintenant il n'y a plus de temps. Là. Non. Alors je ne regrette vraiment pas de vous avoir fait parler parce qu'on a appris beaucoup de choses. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'à la prochaine émission, on commencera par le côlon, c'est-à-dire par la fin. Oui, on fera un petit rappel et puis on ira plus loin et puis le côlon, on y reviendra lorsqu'on parlera des cancers. Et puis à ce moment-là, on va déboucher sur les aliments, ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. Mais je retiens, puisque vous parliez de véhicules automobiles terrestres à moteur, vous achetez une voiture neuve, on vous donne un carnet d'entretien pour l'utiliser de la bonne façon. Moi, j'ai retenu que William Cédric, qui était ici il y a peu de temps et qui sera de nouveau de retour à la Martinique, disait, pareil, le carnet d'entretien pour l'homme, c'est la Bible. C'est Dieu qui l'a écrit, qui nous l'a transmise, et il y a des tas de conseils qui sont redécouverts par la science et qui correspondent comme par hasard à ce qui avait été donné déjà depuis... Et le parallèle que je voulais faire, docteur, c'est que quand vous ne faites pas attention au carnet d'entretien de la voiture, vous l'abîmez, elle peut être écrasée ou bien irréparable. Et pareil pour la Bible, si on n'utilise pas et on ne suit pas la Bible, il semblerait qu'il y a plus de 5000 promesses dans la Bible, c'est bien ça? 3000. 3000? Oui, 3000 promesses. Il faut qu'on... Le temps qu'on a pris là pour parler de l'intestin, il faudra qu'on prenne ce temps-là pour parler des promesses de la Bible. On peut, oui, ce sera intéressant de voir la Bible et l'alimentation, par exemple. Qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Parce que tout est écrit déjà dans la Bible sur l'alimentation. C'est écrit, oui. Si Daniel, du temps il y a 1500 ans, il avait déjà une idée sur l'alimentation, s'il avait dû le prendre quelque part. Hein. Il n'y avait pas Internet et les recherches qu'on a maintenant, mais maintenant... Ils n'étaient pas obèses à l'époque en plus. Non, ils n'étaient pas obèses. Docteur, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour la qualité de votre intervention. Parce que je crois qu'il ne s'agit pas de parler, mais de parler de manière à ce que les autres comprennent. Grâce à ce que vous avez dit, vos images, je crois que les gens ont compris. En tout cas, je parle déjà pour moi, j'ai compris certaines choses aujourd'hui. Je pense que Pascal aussi aura compris. Donc, nous sommes deux à avoir bénéficié de votre savoir. Merci, Pascal. Je pense que ceux qui comprennent doivent mettre en pratique. Bien sûr, mais c'est le but. C'est le but. Sinon, le carnet d'entretien, on abîme le véhicule. L'expérience nous en dira bien. Merci, Pascal. Merci, M. Gagné. Merci, docteur. Merci. Et on finira par une prière pour clore cet entretien de 2 heures. On t'écoute, Pascal. Merci Seigneur pour le corps en gestion que tu nous as confié. Conduis-nous à faire bon usage de ces informations communiquées. Bénis tous les téléspectateurs et continue à nous enrichir, à nous éclairer afin que nous puissions utiliser ce corps pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci à tous les deux. Merci à Hervé, merci à François qui se sont occupés aujourd'hui de la réalisation. Merci à vous, chez vous, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très bientôt sur Zouk Télévision pour la suite. Je vous souhaite de passer une excellente nuit dans les bras de Jésus. À très bientôt.